part de la station Total de Lunéville sur la Nationale 4. On est le 31 mai 2025. Il est 9h30. On se dirige vers Strasbourg. On prendra par Schirmeck. Ok Google, écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 8h51. Le fil info de 8h50. Des records de chaleur partout en France. Il n'a jamais fait aussi chaud pour un mois de mai au Cap Ferré en Gironde par exemple. Plus de 35 degrés hier, plus de 36 dans les Landes près de Montmisant. Des records battus aussi dans la Vienne avec plus de 34 degrés, même chose en Charente-Maritime et en Charente. Le PSG en finale de la Ligue des champions de football ce soir, coup d'envoi à 21h à Munich en Allemagne contre les Italiens de l'Inter Milan. Au Parc des Princes, le stade des Parisiens est à guichet fermé pour suivre la rencontre sur des écrans géants. Les 48 000 places sont parties en 3 jours. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 5h12. Vous écoutez RFI, il est 3h en temps universel, 6h à Jérusalem. Diane Berger. Emmanuel Macron mènerait une croisade contre l'État juif. Je cite le ministre israélien des Affaires étrangères. Nouvelle escalade verbale entre les deux pays sur fond de crise humanitaire à Gaza. Plus de 30 ans après le génocide, un ancien journaliste de Radio Rwanda mis en examen en France, Hyacinthe Bikamumpaka, accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Au sommaire de ce journal également, le parti d'extrême droite britannique Reform UK accepte désormais les dons en crypto-monnaie, un choix qui interroge car il va devenir difficile de tracer l'origine de certains soutiens financiers. Et puis ce soir, c'est un match de football très attendu, la finale de la Ligue des Champions, PSG contre l'Inter Milan. Mais il y aura aussi en même temps du tennis, car Roland Garros ne change pas sa programmation malgré l'événement concurrent. L'ultimatum d'Israël au Hamas. L'État hébreu ordonne au mouvement islamiste palestinien qui a organisé l'attaque du 7 octobre d'accepter la proposition américaine de cesser le feu à Gaza, sinon il sera, je cite, anéanti. L'organisation palestinienne demande quant à elle des garanties et plus d'engagement pour mettre fin de manière durable à la guerre dans l'enclave et à la famine.
Dans ce contexte, cette nouvelle passe d'armes entre la France et Israël, Emmanuel Macron a déclaré hier que la reconnaissance d'un État palestinien n'était pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Réponse immédiate du ministre des Affaires étrangères israélien. Il accuse le président français d'être, je reprends ces mots, en croisade contre l'État juif. Tout cela, Pierre-Olivier, alors que les relations sont de plus en plus glaciales entre la France et Israël. Les appels téléphoniques entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou étaient réguliers depuis le 7 octobre 2023. Depuis plus d'un mois, les deux hommes n'auraient pas échangé une seule fois directement, assure un diplomate israélien au Monde. Le résultat d'un amoncellement d'incidents lexico-diplomatiques, autrement dit d'une guerre des mots que semblent se livrer les deux États. Il y a 2 semaines déjà, Emmanuel Macron qualifiait en direct sur TF1 de honte et d'inacceptable l'opération militaire israélienne dans Gaza. Réponse cinglante du Premier ministre israélien qui accuse alors le président français de se ranger du côté du Hamas. Mais le véritable point de bascule qui explique la récente détérioration des relations entre la France et Israël s'est joué en 2 temps. D'abord début mars, lorsque Benyamin Netanyahou décide de bloquer totalement l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Un mois plus tard, face à l'urgence de la situation, Emmanuel Macron propose une conférence internationale à l'ONU en juin pour la reconnaissance d'un État palestinien. Hostilité immédiate et farouche du Premier ministre israélien qui assure sur X que le président Macron fait là une grave erreur. Depuis, les relations entre les deux hommes n'ont fait qu'aller de mal en pis. Pierre-Olivier qui évoquait donc à l'instant le manque d'aide humanitaire à Gaza, le peu qui rentre dans l'enclave palestinienne. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Saint-Dié, Colmar. Fait piller. Les Nations Unies annoncent en effet que des individus armés se sont pris hier à un hôpital de campagne dans le centre de la bande de Gaza. Ils se sont emparés de matériel médical et de suppléments nutritifs qui venaient tout juste d'arriver sur place. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Saint-Dié, puis utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Colmar. Toujours au Proche-Orient, l'armée israélienne reprend ses bombardements sur la Syrie. Selon les médias officiels syriens et une ONG, des frappes ont touché les régions de Tartous et de Latakia. Une première depuis un mois, alors que Syrie et Israël ont entamé des discussions pour utiliser la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Colmar, puis rejoindre N59. Et les tensions entre les deux pays, cela sous la houlette des États-Unis. Les États-Unis où Donald Trump compte maintenir sa politique commerciale malgré l'incertitude juridique. Le président américain annonce qu'il va doubler les surtaxes sur l'acier et l'aluminium importés. Ils vont passer de 25 à 50%. Donald Trump continue aussi sa bataille culturelle. Il annonce continuer sur N59 pendant 35 km. Envoi de la directrice de la National Portrait Gallery, l'un des grands musées de Washington, une spécialiste reconnue dans son secteur, mais que le président américain juge trop progressiste. Vous écoutez toujours RFI, il est 5h04 à Paris et à Kigali. Nous vous l'avons appris il y a quelques jours, fin avril, un ancien journaliste de Radio Rwanda a été placé en détention provisoire en France. Hyacinthe Bikamumpaka est un ancien animateur star de la radio, à l'époque relais médiatique du gouvernement hutu génocidaire, et il est mis en examen donc pour complicité de crimes contre l'humanité et entente aux fins de commettre ces crimes. Les explications de Clotilde Hazard. Hyacinthe Bikamumpaka, 65 ans, a séjourné en France pendant 31 ans sans être inquiété. Il était pourtant inscrit sur la liste des noms de génocidaires de première catégorie, publiée en 1997 au journal officiel du Rwanda. Mais ce n'est qu'en 2021 qu'une enquête est confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, après que Mediapart a alerté dans un article sur la présence du suspect toujours installé en France. Lorsque l'ancien journaliste arrive dans l'Hexagone en juin 1994, alors que le Rwanda est encore en plein génocide, il fait une demande pour obtenir le statut de réfugié, refusé 3 ans plus tard par l'ancienne commission des recours des réfugiés, qui justifie clairement sa décision. L'homme est suspecté d'avoir participé au génocide. Selon elle, il ne pouvait ignorer qu'il contribuait à la perpétration d'assassinats massifs dans une radio qui diffusait la propagande gouvernementale, qui a toléré et encouragé des massacres systématiques à l'encontre de la population tutsi. Mais aucune décision judiciaire n'a suivi à l'époque. Aujourd'hui, l'ex-journaliste vedette va rester en prison, au moins jusqu'à la date de son jugement, qui n'a pas encore été donnée. Les autorités déplorent un très lourd bilan au Nigeria après les inondations qui ont touché le centre du pays ces derniers jours.
Selon une déclaration d'un porte-parole de l'Agence des gestions des urgences, on compte désormais 115 morts. Le précédent bilan, établi il y a une douzaine d'heures, était de 88 victimes. Les opérations de secours sont toujours en cours. C'est une première au Royaume-Uni. Le parti politique Reform UK, celui du leader d'extrême droite Nigel Farage, accepte désormais les dons en crypto-monnaie. L'initiative suscite des interrogations concernant la transparence de ces transactions. Écoutez ce qu'en pense Tim Bay, le professeur de sciences politiques à l'université Queen Mary de Londres. Nigel Farage is very much a crypto kind of guy. Nigel Farage est un fervent partisan des crypto-monnaies. Il a des liens avec ce secteur aux États-Unis et c'est aussi dans son ADN d'être un perturbateur. Ma principale préoccupation est que, techniquement et juridiquement, cela pose de nombreux problèmes pour la réglementation du financement des partis au Royaume-Uni. C'est une pratique inédite et je ne suis pas sûr que la commission électorale l'approuverait. Aujourd'hui, il y a des limites strictes quant aux dons aux partis politiques, notamment l'interdiction de financer des partis britanniques depuis l'étranger. Political parties, particularly we ban people from overseas financing British politics. Je pense que les crypto-monnaies pourraient compliquer la traçabilité des dons. Et pour être honnête, cela compliquerait également la comptabilité. Si Nigel Farage espère lever des fonds à l'étranger par cette méthode, ce serait extrêmement problématique et probablement illégal. Via this method, that will be extremely problematic and probably unlawful. Le professeur de sciences politiques Tim Bay, il répondait à Julien Chavannes. Les crypto-monnaies et ceux qui les utilisent sont d'ailleurs au cœur d'un scandale en République tchèque. Le ministre de la Justice a présenté sa démission après plusieurs jours de polémique car son ministère a reçu un don de 40 millions d'euros en bitcoin, cela de la part d'un trafiquant de drogue. Plus aucun Français dans le tableau masculin de Roland-Garros, le célèbre tournoi de tennis de Paris où le troisième tour a commencé. Arthur Fils, en effet, a déclaré forfait hier, vendredi, à cause d'une blessure. Ensuite, ce samedi soir, pas de pause dans le tournoi. Les organisateurs n'ont pas changé leur programme, même si les fans de sport seront nombreux à avoir les yeux rivés sur une autre compétition, la finale de la Ligue des Champions en football. Elle commence à 19h, temps universel. Babacar Diarra, il y aura donc une voire plusieurs rencontres en cours sur la terre battue, en même temps que le match PSG Inter Milan. Le football est universel, mais pendant 15 jours à 3 semaines, Roland-Garros est un village hors du temps dédié au tennis, où Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, a pour mission première de satisfaire ses clients. On aura 15 000 personnes qui seront là pour voir du tennis, donc on va essayer de leur proposer le meilleur programme possible. En l'occurrence, une session de nuit sur le cours Philippe Chatrier, avec le triple vainqueur de Roland, Novak Djokovic, dont le message de jeudi soir n'a donc pas été entendu. Je vais évidemment regarder si je ne suis pas en night session, ce serait sympa. Si les programmateurs de Roland-Garros m'entendent. Et si le Serbe espère ne rien savoir sur ce qui se passe à Munich, ce ne sera pas une sinécure. Les téléphones en streaming seront sûrement de sortie dans les gradins avec les réactions qui vont avec. Amélie Mauresmo ne compte pas faire la police. Pas si tu peux interdire à quelqu'un de checker son téléphone, je suis pas sûre. Et sur le papier, il va pas y avoir 10 buts, 20 buts, 30 buts, donc si ça perturbe une ou deux fois, on vivra avec. Un point pour Mauresmo. Les 6 dernières finales de Ligue des Champions se sont toutes achevées avec 2 buts au moins. Et pour le football, donc Inter Milan contre PSG, coup d'envoi à 19h temps universel. Ce sera à vivre avec RFI, soirée spéciale. En attendant, il est 3h10 temps universel, c'est l'heure d'Accent d'Europe, Accent du monde, pardon. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 8h20. Mais U peut en trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine. Dans les magasins U, il y a des tomates en grappe à prix coûtant et à seulement 99 centimes d'euros le kilo. Je m'entraîne pour être le premier sur le coup. Allez, 99 et 100. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 29 au 31 mai dans vos magasins U, les tomates rondes en grappe à prix coûtant sont à seulement 99 centimes d'euros le kilo. 99 centimes dans vos magasins U et sur Course U. Catégorie 1 enregistrée.
celle de Trump, pour laquelle il était devenu quand même encombrant à cause de ses foucades, et puis celle de ses actionnaires qui demandent son retour chez Tesla au vu de la catastrophe que subit l'entreprise depuis quelques mois. L'équipée du milliardaire à la Maison-Blanche unique se solde en effet par un bilan assez médiocre pour être charitable, mais vous l'avez dit, on peut quand même tirer des éléments intéressants qui pourraient nous être utiles, amis français. Des leçons donc de cette aventure Musk, mais de quoi s'agit-il? Vous pensez à quoi, François? Première leçon, elle concerne la réduction des dépenses publiques. On en a grand besoin chez nous. On sait très bien que la méthode française du rabot, coupée un petit peu partout, ça marche pas. Et on sait maintenant que la méthode de la hache, celle qu'a pratiquée Musk, c'est pas non plus très efficace, parce que les comptes qu'il est parvenu à faire sont finalement très modestes. Il avait annoncé 2000 milliards, une somme considérable, c'est 30% des dépenses fédérales. Il se prévaut aujourd'hui d'avoir atteint 170 milliards, mais selon les calculs de la presse, seuls 32 milliards sont vraiment documentés. C'est le Financial Times qui nous dit ça. Et il s'agit pour une bonne part même de subventions, celles que le gouvernement versait aux pays les plus pauvres en particulier. Et il s'agit aussi de contrats passés qui ont été suspendus. Il n'a pas fait le plus difficile. Et puis pour le reste, il y a eu de nombreuses erreurs, comme le licenciement du personnel chargé de surveiller le stock d'armes nucléaires. Bon, pas terrible. L'irruption de jeunes codeurs de son équipe, dont le nom était tenu secret, qui ont exigé d'avoir accès à des données confidentielles fiscales. Tout ça, ça lui a aliéné le soutien du gouvernement entier, de la population. Et vous tirez quelle morale de cette histoire? Une opération comme celle-là, elle nécessite de bien connaître le fonctionnement de l'État avant. Qu'elle se planifie de façon à changer l'organisation de l'État. C'est long, c'est difficile, mais c'est beaucoup plus efficace. Avis aux candidats à notre prochaine élection présidentielle. Pas de coupe budgétaire sérieuse sans réforme de l'État. C'est la seule garantie que les économies soient profondes et durables. Quant à l'autre leçon, elle touche au fait de mettre un patron au gouvernement. Et ce mélange des genres, il est dangereux à vos yeux? Écoutez, ça a été catastrophique pour le business de Tesla. Les ventes se sont effondrées. Sur les 4 premiers mois de 2024, en Europe, elles ont quasiment chuté de moitié. Ailleurs, c'est moins désastreux, mais c'est pas brillant. Ce sont les prises de position politiques de Musk qui ont cristallisé l'animosité et détourné les acheteurs de la marque. Là encore, leçon toute simple, un patron qui fait de la politique met en péril son business. Parce que les consommateurs auront toujours quelque chose à reprocher. C'est une leçon à méditer, notamment pour Michel-Édouard Leclerc, chez nous, qui a, semble-t-il, caressé l'idée de se présenter à la présidentielle, même s'il dit aujourd'hui ne plus être intéressé. Effectivement, il l'a. Selon BFM, invité Good Morning Business, hier à 9h12. Papa, dépêche-toi, on va être en retard. Mais ma chérie, il n'y a pas école. Oh, mais je voulais faire un tour dans la Volvo. Ok, mais c'est moi qui choisis la musique. Oui. Faites de chaque moment des moments qui comptent. Avec le Volvo EX30, le SUV compact 100% électrique des 290 € par mois. Volvo. EX30 Single Start, LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 5 850 €, ramené à 5 500 après déduction du CE, 350 € si accord Volvo Car Finance, jusqu'au 31 août. Conditions sur volvocars.fr. Pensez à covoiturer. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business, Sandra Gandoin. Il est presque 7h, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans la matinale de l'économie. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. À la une de l'actualité, Donald Trump en lutte contre la justice américaine. Alors la Cour d'appel lui a offert un répit. Elle suspend le jugement du tribunal de commerce qui bloquait les droits de douane réciproques. La guerre commerciale continue, mais jusqu'à quand? On va en parler avec Antoine Hollard depuis Washington dans un instant. Et puis c'est un week-end sportif en perspective. La finale de la Ligue des Champions, c'est demain soir à Munich entre le PSG et l'Inter Milan. Derrière un premier sacre possible pour l'équipe parisienne, il y a des milliards. Le détail à la fin de ce journal avec Nathan Cocan. Léo Dumas, vos titres ce matin. Pas de relâche dans la guerre technologique. Washington suspend certaines exportations vers Comac, l'avionneur chinois. Des suspicions d'esclavagisme chez BYD au Brésil. Et puis Suez a trouvé son nouveau patron. Les informations de Mathieu Pechberti dans ce journal. Dans la prochaine heure, le bilan d'Elon Musk après 4 mois à la tête
tête du Doge. A-t-il rempli ses objectifs? Ce sera le débat entre Guillaume Paul et Jean-Marc Daniel à 7h15. Et puis on parlera aussi de la Serbie, alors que le président serbe a rencontré il y a quelques jours la chef de la diplomatie européenne. Le pays peine à se mettre en ordre de marche pour l'adhésion à l'Union européenne. Il peine aussi à limiter ses contacts avec la Russie. On en parlera à 7h20 avec Benjamin Couteau et Caroline Loyer dans l'interview du Monde qui bouge. La matinale de l'économie, c'est parti, soyez les bienvenus. Votre rendez-vous avec Talentia, la solution finance et RH dédiée aux ETI. Avec Talentia, mettez l'IA au service de votre croissance. Good Morning Business, le journal. Et donc ce sursis, Léo, dans la guerre commerciale de Donald Trump. Oui, c'est une petite victoire pour lui. Une cour d'appel vient de rétablir les droits de douane tout juste annulés la veille par le tribunal de commerce international des États-Unis. Alors Antoine Delard, on vous retrouve depuis Washington pour BFM Business. Les taxes sont donc maintenues le temps que l'appel soit jugé sur le fond. Donc le programme commercial de Trump reste menacé. Oui, le bras de fer avec la justice n'est pas encore terminé, mais Trump a gagné un répit pour le moment. Les droits de douane sont maintenus, ils resteront en place jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur le fond. En attendant, le président américain est toujours autorisé à mener sa guerre commerciale. Alors le répit sera peut-être de courte durée. Comme s'il anticipait une défaite en appel, Trump évoque déjà la possibilité d'un recours devant la Cour suprême. Dans une très longue diatribe sur son réseau social, le président américain explique que ce sera le seul moyen de mettre fin aux attaques de juges gauchistes. Il faut rappeler que la Cour suprême est dominée par des juges très conservateurs et très favorables à Donald Trump. Le président américain, en tout cas, est déterminé à aller jusqu'au bout. Ses droits de douane sont un enjeu fondamental pour lui. C'est d'abord une arme diplomatique dans son bras de fer avec la Chine ou l'Europe. Et puis, sur le plan intérieur, Trump est convaincu que ces taxes vont faire rentrer énormément d'argent dans les caisses, ce qui permettra ensuite de financer des baisses d'impôts massives pour les Américains. C'est une promesse qu'il a faite à ses électeurs pendant la campagne. Merci Antoine Delard. Et donc ce risque judiciaire qui pèse sur le programme commercial de Donald Trump, et la suite logique, c'est peut-être une mise en difficulté sur les marchés également. C'est ce que nous dit Sébastien Corchia, le directeur général de Cogefi Gestion sur BFM Business. Face à lui, il a des gens, imagine des États qui vont quand même se dire mais à quoi ça sert de négocier, de faire des négociations, puisque on est en train de nous expliquer que finalement ce que Trump nous impose c'est illégal. Et puis vous avez le budget. Je vous rappelle que le budget c'est quand même alimenté selon Trump en termes de recettes par les droits de douane. Donc si on vous dit que les droits de douane c'est pas légal, vous pouvez imaginer que les marchés de taux vont réagir. Alors la bourse s'enflamme et ça va amener, à mon sens, beaucoup plus d'incertitudes. Bon, alors quelles que soient les suites judiciaires, les négociations entre l'Europe et les États-Unis vont se poursuivre comme prévu, avec notamment des discussions à Paris entre Maroš Šefčovič, le commissaire européen au commerce, et ses homologues américains en marge d'une réunion de l'OCDE la semaine prochaine. La Commission européenne qui, selon le FT, a prévenu les États membres que le taux de 10% devrait à la fin être maintenu côté américain. La guerre commerciale qui se combine de plus en plus à la guerre technologique entre Washington et Pékin, et une étape de plus ces dernières heures. D'après le New York Times, les États-Unis viennent de suspendre certaines exportations utiles au Comac, le constructeur aéronautique chinois, avec en ligne de mire les moteurs d'avion, le cœur technologique du programme. Jean-Baptiste Huette. Une fois n'est pas coutume, mais dans le domaine de l'aviation, la Chine est dépendante des Occidentaux. Pékin développe avec succès le Comac C919, un avion monocouloir censé concurrencer Airbus et Boeing. Une vingtaine d'appareils sont déjà en service sur les lignes intérieures chinoises. Mais pour voler, le C919 dépend de pièces critiques occidentales, notamment les moteurs, les LEAP 1C, qui sont fabriqués par CFM International, co-entreprise entre l'américain GE Aerospace et le français Safran. Et c'est justement ce partenariat que Washington vient d'entraver. Le New York Times révèle que le département du commerce américain a suspendu certaines licences d'exportation en représailles aux restrictions chinoises sur les minerais critiques. Si cette décision se prolonge, elle pourrait fragiliser tout le programme C919, car oui, la Chine développe bien son propre moteur, mais il est encore en phase de test. Or, dans l'aéronautique, il faut du temps pour concevoir un moteur fiable, Pékin le sait, le président Xi Jinping aussi. D'ailleurs, il pousse depuis plusieurs années à davantage d'autonomie technologique, mais en attendant, Washington tient là une puissante carte stratégique dans le bras de fer sino-américain. Et puis du côté de Boeing, le patron espère augmenter considérablement les cadences de production du 737 MAX. Il attend l'approbation des autorités américaines, peut-être en milieu d'année selon lui, ce qui serait plus vite qu'à
attendu, de quoi soutenir le titre Boeing hier à Wall Street, en hausse de plus de 3% à la clôture. Le chinois BYD en pleine tempête au Brésil. Oui, le constructeur et 2 de ses sous-traitants sont visés par une plainte pour trafic international d'êtres humains. C'est le ministère public du Travail de l'État de Bahia qui porte les soupçons après des inspections qui ont permis, selon lui, de secourir 220 ouvriers chinois. Ils travaillaient dans des conditions semblables à de l'esclavage sur la construction d'une usine BYD près de Salvador. Toujours dans l'actualité des entreprises, une information BFM Business ce matin, Suez tient son nouveau patron. Oui, c'est l'actuel directeur financier d'EDF, Xavier Gir, qui a été choisi par les 3 actionnaires du spécialiste de l'eau et des déchets. Et sa mission sera de réduire les coûts, Mathieu Pechberti. Cela faisait 6 mois que Suez peinait à trouver un patron. La nomination de Xavier Gir doit intervenir la semaine prochaine. Reste à savoir s'il sera directeur général ou PDG. L'actuel président Thierry Léon pourrait alors conserver son poste qu'il occupe depuis le début de l'année suite au départ de l'ancienne PDG de Suez, Sabrina Soussan. Les actionnaires, les fonds Meridiam et l'américain GIP ainsi que la Caisse des dépôts ne parvenaient pas à s'entendre sur un candidat alors que le patron de Getlink, Yann Leriche, était encore en lice et que l'ancien PDG d'Orange, Stéphane Richard, a été donné favori il y a quelques mois. Xavier Gir devra réduire les coûts de Suez dont les activités eau et déchets souffrent en France. Le marché de l'eau a reculé l'an passé et les 3 acteurs, Suez, Veolia et SOR, cassent les prix. L'actuel directeur financier d'EDF connaît le secteur de l'eau et des déchets puisqu'il a commencé sa carrière chez le grand rival Veolia, un passage qui risque d'ailleurs de faire grincer les dents chez Suez. Du mouvement également chez Dior, et c'est une page qui se tourne puisque Maria Grazia Quiuri, la directrice artistique des collections féminines, quitte la maison. La créatrice s'en va d'elle-même après 9 années en poste, Léa Arjo. Première femme à avoir occupé ce poste chez Dior, Maria Grazia Quiuri, 61 ans, a marqué les esprits. Rares sont les créateurs qui restent plus de 5 ans à la direction artistique d'une maison de couture. C'est en 2016, après avoir travaillé pendant 17 ans chez Valentino, qu'elle rejoint Dior. En quelques années seulement, elle impose sa vision de la marque avec des créations féministes et plus confortables. Au-delà de ses engagements, Maria Grazia Quiuri, c'est aussi un succès commercial. Elle est à l'origine de plusieurs best-sellers comme le sac cabas brodé Christian Dior. Depuis son arrivée, les ventes de Dior Couture sont passées de 2 milliards d'euros en 2017 à 9 milliards en 2023 selon HSBC. Il est encore tôt pour connaître le nom de son successeur, mais certains profils se distinguent déjà, comme celui de Jonathan Anderson à la tête des collections hommes depuis avril dernier. Et s'il est choisi, il deviendrait le premier styliste à diriger à la fois les collections hommes et femmes chez Dior. Une page sport business dans ce journal, maintenant J-1 avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Léo Dumas, ça va? On est bien? On retient notre souffle, comme les diffuseurs d'ailleurs, pour qui c'est la bonne opération d'avoir un club français en finale. Et Canal+ fait savoir qu'il a vendu l'écran le plus cher de son histoire. Des prix qui s'envolent également pour M6, le diffuseur en clair de ce match. Bon coup donc pour les médias et Nathan Cocampo. Bon coup également pour le PSG avec des millions d'euros qui sont en jeu. Oui Léo, 150 millions d'euros. C'est ce que devrait toucher le PSG s'il soulève la coupe aux grandes oreilles demain. Prime de participation, de performance, droit TV, selon le calcul du journal L'Équipe. Victoire ou défaite, le PSG toucherait dans tous les cas à minima 138 millions d'euros, auxquels il faut encore ajouter les recettes de la billetterie pour les 8 matchs joués à domicile, autour de 30 millions d'euros. Les ventes en boutique, le PSG vend en moyenne 1 million de maillots chaque saison. 11 boutiques officielles ont été ouvertes à l'étranger. Une saison record pour le club et un chiffre d'affaires qui devrait largement dépasser les 800 millions d'euros de l'an dernier. Le PSG qui a tout de même dépensé plus de 2 milliards d'euros rien qu'en transfert de joueurs depuis le rachat du Qatar en 2011. Des sommes importantes, Nathan, et des prix qui s'affolent si on souhaite voir la finale au premier plan. Oui, ces derniers jours, on a vu une envolée des prix des billets d'avion pour Munich, des allers-retours qui atteignent les 1000 euros. Le PSG a vendu en un rien de temps ses 18 000 places dans le stade de Munich à ses abonnés, de 70 à 950 euros. Et sur les plateformes de revente, les billets restants dépassent désormais les 2400 euros. Autre option, le Parc des Princes. Le club organise une diffusion exceptionnelle avec écran géant. 48 000 places vendues entre 10 et 40 euros, parties en quelques heures, revendues plusieurs centaines d'euros. Dans 3 km, prendre la sortie D424 en direction de Moyen-Moutier, Sonone. En ligne
mines ces derniers jours. Et il y aura aussi des millions d'euros de retombées économiques pour la France, Nathan. Le club crée plus de 2000 emplois directs et indirects avec des bénéfices dans la restauration, les commerces, les transports ou encore bien sûr l'hôtellerie. Rien que l'an dernier, le PSG arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions a apporté plus de 240 millions d'euros à la région Île-de-France. Alors avec un tel parcours sportif cette année, on peut s'attendre à bien plus. Voilà, Léo Dumas est en hyperventilation, mais bon, j'espère que tout va bien se passer. Merci Nathan. Et pour finir, prenez le train plutôt que l'avion. Vous aurez des congés supplémentaires. Oui, ce dispositif existe depuis quelques années au Royaume-Uni. Il arrive à petits pas ici en France après les RTT. Voici les TTR, les congés, temps de trajet responsables. Explication avec Simon Tellenbaum. 2 jours par an l'an dernier et le double cette année. La start-up Équipe, qui fournit des titres restaurants éthiques et solidaires, propose à ses 8 salariés de partir en vacances sans polluer et sans perdre de congés payés ou de RTT. Julien Derville a mis en place les TTR, les congés temps de trajet responsables. J'ai un salarié qui est parti au Maroc en train bateau. C'est là où je me suis dit c'est pas normal, c'est pas cohérent que quelqu'un fasse un effort. Généralement, faire ce voyage-là, ça coûte un peu plus cher de prendre le train et le bateau, et qui en plus devrait donc poser des jours de congés supplémentaires. Le concept est apparu de l'autre côté de la Manche pour justement résoudre l'un des freins au voyage en train, le temps. 150 entreprises européennes ont suivi le mouvement et adopté cette mesure. En France, la plateforme de bureau Ubique a été le pionnier. Dans 600 mètres, prendre la sortie D424 en direction de Moyenmoutier-Sonone. Suivi par une vingtaine d'autres entreprises, dont Équipe. Première année, le salarié avait juste à nous envoyer un justificatif. Depuis cette année, ce qu'on a fait, parce qu'on trouvait que c'était pas encore assez utilisé au sein d'équipe, c'était qu'on demande en fait à chaque salarié, en plus, de poster une photo de lui pendant son voyage. Prendre la sortie D424. À poster sur notre outil de messagerie interne. Comme ça aussi inspire, donne des idées, rappelle que ça existe. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur D424. Encourager à limiter l'empreinte carbone tout en avantageant les salariés. Cela rend aussi les entreprises plus attractives. Une manière d'attirer des profils jeunes et de fidéliser les effectifs. Voilà pour le journal La Bourse tout de suite. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur avenue du Général de Gaulle, D424. Wall Street s'est essoufflé hier, timide hausse à la clôture. Avec 3 indices américains qui ont gagné entre 0,3 et 0,4%. Quelle déception quand même, hein. Même la hausse de 3% de Nvidia n'a pas réussi à porter l'ensemble du secteur de la tech, loin de là. Regardez Apple, Microsoft ou encore Alphabet, ces 3 titres ont clôturé stable. Le fait que la Cour d'appel fédérale américaine a temporairement rétabli les droits de douane a vite calmé les ardeurs, hein. Souvenez-vous, hier matin à la même heure, on avait des futurs américains qui étaient en hausse de 2%. Et donc finalement, hier soir à la clôture, c'était une timide hausse parce que la visibilité reste faible sur ces droits de douane et surtout pour les entreprises. Au rond-point, prendre avenue du Général de Gaulle. Regardez Gap. Continuez sur D424 pendant 7 km. Qui fait notamment des suites, hein, bien connus, a perdu 15% hier soir après bourse, après avoir publié ses résultats, parce que le groupe revoit à la baisse ses perspectives pour cette année à cause des droits de douane, sachant qu'ils ont anticipé, hein, ils disent les droits de douane, l'impact sera à partir du second semestre. Regardez également ce que dit Best Buy, c'est une enseigne de distribution de matériel informatique, ou encore HP, 2 titres qui étaient en baisse de 7% hier soir après la clôture, à cause de ces effets de droits de douane, hein, qui obligent ces entreprises à revoir à la baisse leurs perspectives pour cette année. En tout cas, ce cocktail de nouvelles des guerres porteurs ce matin. Le Japon qui est en hausse de 1,5% hier matin perd 1,5% ce matin, quand à Paris le CAC 40 qui était sur un gain de 1% hier à l'ouverture a fini stable. Et la fin de semaine devrait se faire en roue libre en Europe, hein. C'est la dernière séance du mois de mai et les volumes d'échange sont très faibles. Aujourd'hui, on va regarder l'inflation américaine. Ouais, c'est vraiment la statistique du jour. Tout à l'heure à 14h30 heure française, inflation qui sera publiée hors alimentation, hors énergie, qui devrait ressortir stable, hein, à 2,5%. C'est vraiment l'enjeu, hein, actuellement aux États-Unis, cette inflation, avec les droits de douane, et puis également l'enjeu pour la Fed, hein, la banque centrale américaine, qui est engluée avec la politique de Donald Trump, et puis qui attend avant de baisser ses taux, hein, puisque vous avez bien sûr toujours une inflation qui est présente aux États-Unis, et puis surtout un taux de chômage qui reste robuste, hein, à 4%. Merci beaucoup Étienne Braque, on vous retrouve dans le journal de 7h30. Le débat Paul Daniel aujourd'hui. Good Morning Business, le débat.
Guillaume Paul face à Jean-Marc Daniel. Bonjour messieurs. Bonjour Sandra. On va parler d'Elon Musk et de son bilan après 130 jours à la tête du Doge. Guillaume Paul. Il était venu pour dégraisser le mammouth, comme disait Claude Allègre en son temps. Alors il a dégraissé beaucoup moins que ça, mais il a fait déjà pas mal de dégâts. Je rappelle juste quelques chiffres. Quand il arrive à la tête du Doge, il dit voilà, on est entre 6 000 et 7 000 milliards de dollars de dépenses publiques fédérales tous les ans aux États-Unis. Moi, je vais en supprimer 2 000. Et vous allez voir, ça va être du concret. Je vais sauver l'Amérique de la faillite et ça va être du concret parce que pour montrer aux Américains que ça marche, je vais envoyer à chaque Américain un chèque de 5 000 $. Bon, et puis quelques semaines après, il nous dit en fait, ça sera pas 2 000 milliards, ça sera seulement 1 000 milliards de dollars. Et finalement, au moment où il s'en va, on se rend compte, alors les estimations sont de cet ordre-là, qu'il a dû sabrer d'environ 170 milliards de dollars de dépenses fédérales américaines. C'est-à-dire qu'il a fait 8% de ce qu'il espérait faire. Alors 8%, beaucoup moins que prévu, mais quand même beaucoup, parce que tout ça a eu des effets quand même assez conséquents. Il a fait partir d'eux-mêmes ou sous le coup de plan de licenciement quelques 280 000 agents fédéraux, même si la justice a annulé certains de ses plans après. Il a voulu s'attaquer au régime fédéral de retraite par répartition. Il a voulu s'attaquer à la couverture santé des plus pauvres. Là, c'est Donald Trump qui lui a dit non clairement. Il a voulu réduire à la portion congrue les effectifs de plusieurs agences publiques. Il y a eu quelques bourdes aussi quand il a essayé de supprimer et de licencier certains des 350 agents essentiels à la bonne tenue du programme nucléaire américain. Il a fait marche arrière. Tout ça, finalement, s'est conclu sur un flop catastrophique. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, le plus important. Sans ligne directrice. Il n'y a eu aucune ligne directrice du début à la fin dans cette histoire. Tout ça pour dire que rationner, oui, pourquoi pas, et le débat a été lancé avec ce qu'a fait Trump, mais s'il n'y a pas de raisonnement derrière, s'il n'y a pas de ligne directrice, rationner sans raisonnement, ça peut pas marcher. Oui, c'est un vaste fourre-tout, comme la politique de Trump. Est-ce qu'on a une idée, Jean-Marc Daniel, des conséquences sur les finances publiques américaines réellement? Alors, je crois qu'effectivement, Guillaume vient de le dire, il était arrivé avec des ambitions. Les 2 000 milliards qui étaient annoncés, ça correspondait pratiquement au déficit budgétaire américain. Je dis pratiquement parce qu'il continue à se creuser le déficit budgétaire américain. Janet Yellen, qui était le secrétaire au Trésor de l'administration démocrate sortante, avait dit on va essayer de faire en sorte qu'on ne dépasse pas 2500 milliards de déficit budgétaire par an. Et le dernier trimestre des démocrates s'est terminé par 700 milliards de déficit, c'est-à-dire une base annuelle de 2800 milliards de dollars. Alors la situation s'est un peu améliorée parce qu'il y a eu des rentrées fiscales au mois de janvier-février. Sur une demi-année, on a 1300 milliards de déficit budgétaire, c'est-à-dire 2600 milliards de déficit annuel. Une somme qui est colossale, c'est-à-dire que on est aux alentours de 6-7% du PIB et Moody's annonce que compte tenu des décisions qui ont été prises, on va vers 9% de déficit en situation de paix, c'est-à-dire que les grandes périodes de déficit, ça a été en situation de paix la Covid, qui était une période un peu exceptionnelle, sinon c'est les périodes de guerre. Et donc le deuxième élément qui avait été mis en place avait été de constater que ce déficit budgétaire maintient un niveau de vie des Américains qui est au-delà de leur capacité productive, donc c'est le mécanisme des déficits. Bon, c'est-à-dire ça entretient effectivement un déficit extérieur qui est vécu comme étant relativement indolore puisque c'est des dollars, donc on donne des dollars à la surface de la planète, mais ces dollars reviennent en achetant la bourse, en achetant Manhattan, en achetant l'actif américain. Donc les États-Unis sont effectivement face à un vrai problème. On va chercher Elon Musk et là on est véritablement, Guillaume l'a dit, c'est la politique spectacle. C'est le mec avec sa tronçonneuse pour se référer à ce qu'avait fait Milei en Argentine. C'est on s'abat sur l'USAID en disant c'est un repère de woke, donc on va leur tomber dessus. Et puis on organise effectivement des conférences tout à fait spectaculaires où on menace telle ou telle administration. Bon, derrière tout ça, il y a effectivement un mélange donc de spectacle et d'improvisation. Et je crois qu'il y a les trois remarques que je ferai. C'est la première remarque, c'est que je pense qu'effectivement, il faut que les Américains reprennent en main leurs finances publiques et qu'un des enjeux, c'est non seulement les dépenses, mais c'est aussi les recettes. Et donc là aussi, Donald Trump est dans des situations plus ou moins contradictoires. Il a annoncé qu'éventuellement, il augmenterait même les impôts des plus riches. Bon, il est revenu en arrière. Il y a une vraie réflexion sur la structure des finances publiques américaines. Et le deuxième élément, c'est que je rappelle quand même que un des principes fondamentaux de la démocratie, qui est la démocratie américaine, héritée des principes de la démocratie britannique, c'est l'article 4 de la déclaration de 1689, la déclaration des droits qui fonde la démocratie mondiale. Et l'article 4, c'est radar fixe à 500 mètres. C'est un parlement qui s'occupe des finances publiques. C'est-à-dire, c'est pas la démagogie, c'est des gens élus qui ont du temps devant. Radar fixe à 300 mètres.
eux qui réfléchissent et donc il serait temps que le Parti républicain s'empare du vrai problème puisque c'est lui qui est plus ou moins dans la situation Radar fixe à 100 mètres. d'être majoritaire, il faut qu'il s'empare du problème. Et la dernière remarque que je fais, c'est que un chef d'entreprise, tout le monde nous dit « Ah, ce serait mieux si on gérait l'État comme des entreprises ». Un chef d'entreprise, c'est bon pour gérer une entreprise, mais pas forcément pour gérer l'État. Chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. Être un chef d'entreprise, c'est pas la même chose qu'être ministre des Finances. Visiblement. Merci beaucoup, messieurs. Le Monde qui bouge, l'interview tout de suite. Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview. Avec Caroline Noyer qui m'a rejoint sur ce plateau, nous recevons Benjamin Couteau, chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. On va parler de la Serbie aujourd'hui avec Caroline, la chef de la diplomatie européenne, s'est rendue à Belgrade il y a quelques jours. Elle y a rencontré le président serbe. Dites-nous déjà où en est concrètement l'adhésion de la Serbie à l'Europe. On rappelle qu'elle est candidate depuis 2012. Exactement. C'est une adhésion qui est peut-être la plus compliquée en dehors de la Turquie aujourd'hui, qui est, on sait, le processus est gelé. C'est une adhésion qui est très compliquée parce que c'est un pays qui est économiquement prêt, qui est au sein des Balkans occidentaux, la région qu'on appelle dans cette zone de l'Europe qui n'est pas encore dans l'Union européenne. Dans cette zone des Balkans occidentaux, c'est le pays le plus peuplé, le plus riche, qui a l'économie la plus développée. Donc c'est un pays central, mais au niveau politique, ça bloque. Et on le voit depuis quelques mois, on est face à des manifestations qui sont parmi les plus massives de l'histoire de la Serbie. On a vu le 15 mars la plus grosse manifestation depuis 1991, depuis la chute de la Yougoslavie. Donc politiquement, ça bloque parce que pour entrer dans l'Union européenne, il faut respecter plusieurs critères, dont un critère démocratique, un critère politique. Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur zone d'activité avenue Salm, D424. De l'état de droit, des droits fondamentaux, des droits des minorités et un critère économique. Donc ça va sur l'un, mais pas forcément sur l'autre. Et c'est ça aujourd'hui qui pose tout le problème. Alexander Vučić est au pouvoir depuis que la Serbie a commencé les négociations, candidat en 2012, début de négociations en 2014. Et depuis 2014, il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait. 22 chapitres ouverts, ce qui n'est pas négligeable, mais il n'y a pas de chapitres qui ont été fermés. Ça, c'est quand on arrive près de la fin des négociations et on n'est pas prêt d'en voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour résumer, si on vous comprend bien, tant que Alexander Vučić est au pouvoir, le pays ne répond pas aux critères d'intégration de Kaja Kallas aux critères d'intégration tout court pour l'intégration à l'Union européenne. J'aimerais croire que sous Alexander Vučić, la Serbie puisse adhérer à l'Union européenne. En tout cas, c'est l'objectif que s'est fixé l'Union européenne, l'objectif que s'est fixé la France, de faire rentrer les pays des Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Mais on voit qu'en fait, depuis effectivement plus de 10 ans au pouvoir, il n'y a pas de progrès concret qui a été fait. Et on a aujourd'hui, Kaja Kallas l'a répété, on a besoin de réformes au niveau du processus électoral, de la liberté des médias, de la liberté de la presse, pour lutter contre la corruption. Et tout ça, ça ne se fait pas. Au contraire, j'allais dire, il y a le critère démocratique, il y a le critère politique, il y a aussi la question de l'alignement en matière de politique étrangère, ce qui est plus fondamental que jamais. À l'époque où la Russie menait une guerre d'agression contre l'Ukraine, Alexander Vučić était il y a 3 semaines à Moscou pour célébrer la parade du 9 mai. Et ça, c'est inacceptable. Kaja Kallas l'avait dit, il l'a fait pourtant. On ne voit pas aujourd'hui les conséquences qui devraient être celles d'un dirigeant d'un État candidat qui se rend à Moscou. Et ça, on a besoin que l'Union européenne agisse dessus. D'autant que ça aurait pu n'être qu'un symbole, hein, effectivement, cet aller-retour le 9 mai pour ce défilé militaire du jour de la victoire. Mais en plus, il y a des contrats avec la Russie. Belgrade et la Russie ont prolongé le contrat qui les lie pour l'approvisionnement en gaz russe à des prix intéressants. Il faut rappeler que la Russie est le principal fournisseur de gaz de la Serbie encore pour le moment. Et cette relation, effectivement, elle pose problème. Complètement. C'est une relation qui, par contre, j'idéaliserai pas. Je pense qu'il faut raison garder. Alexander Vučić, depuis qu'il est au pouvoir, ce qu'il a appris à faire parfaitement, et ça atteint peut-être ses limites aujourd'hui, c'est un jeu d'équilibriste où il va à Pékin, il va à Moscou, il va à Bruxelles, ils disent que ses partenaires veulent l'entendre et il arrive à gagner, à tirer parti du maximum qu'il peut avoir de chacun de ses partenaires en se disant ça va tenir. Le problème, c'est que dans l'Union européenne, on n'est pas seulement un partenaire économique, on est aussi une union fondée sur des valeurs. Et si on ne respecte pas ces valeurs, on ne peut pas rentrer dans le club. Donc on ne peut pas se dire État candidat et ensuite faire le contraire de l'autre côté. Sur la question d'approvisionnement en gaz, c'est sûr que c'est problématique que la Serbie soit dans une démarche de continuer à s'approvisionner au gaz quand l'Union européenne fait marche arrière. Au sein de l'Union européenne, on a aussi
la Hongrie, la Slovaquie qui bloquent et d'ailleurs qui sont très alliés d'Alexander Vučić, les premiers ministres Fico et Orban. Donc on a aussi nos problèmes. En ce qui concerne la Serbie, c'est que la différence, ils ne sont pas encore rentrés dans le club. S'ils veulent le faire, faut s'aligner sur l'Union européenne, pas seulement en matière de gaz, mais aussi en matière de politique étrangère. Aujourd'hui, quand on est un pays candidat, qu'on n'applique pas les sanctions vis-à-vis du Bélarus et de la Russie, c'est très problématique. Avec Allah l'a rappelé, si on ne le fait pas, on ne rentre pas dans l'Union européenne. Les Serbes demandent le contraire, Alexander Vučić ne le fait pas. Est-ce que ça va le faire tomber à un moment donné? C'est ce qu'il nous reste à voir. Les services de renseignement extérieurs russes ont accusé hier les entreprises d'armement serbes d'essayer de tirer dans le dos de Moscou. Ces services de renseignement leur reprochent d'avoir envoyé des milliers d'obus et des millions de cartouches d'armes automatiques à l'Ukraine. C'est une illustration, une fois de plus, de cette position d'équilibriste dans laquelle se trouve Belgrade. Exactement. Il y a une question qui se pose, c'est pourquoi ne va-t-on pas plus loin avec la Serbie quand depuis 2022 il n'applique pas les sanctions et quand on voit des manifestations massives. On compte aujourd'hui sur la Serbie pour aider l'Ukraine, au moins financièrement, ce que fait déjà la Serbie. Bien sûr, ça plaît pas aux Russes. Et les Russes essaient de tirer parti de cette relation. Comment on essaie de tirer parti de cette relation? Je le disais, aujourd'hui, on est peut-être à un point de rupture. Est-ce qu'Alexander Vučić va réussir à continuer ce jeu d'équilibriste-là? Jusqu'à présent, il le faisait avec le soutien du peuple. On voit qu'aujourd'hui, il y a une majorité des manifestants qui soutiennent, une majorité de la population qui soutient les manifestants. Peut-être que ça peut le faire plier. Et autre chose, peut-être que ses partenaires peuvent le faire plier parce que peut-être qu'il y a une bonne relation avec Moscou. Mais Alexander Vučić, c'est aussi un proche aujourd'hui sur la scène européenne d'Emmanuel Macron. On a vendu des Rafales à la Serbie. On est très content de ce contrat qui permet qui permet à l'industrie de défense française de s'exporter. On est très content de ce contrat-là. On a aussi remporté la gestion de l'aéroport de Belgrade, le contrat pour le métro de Belgrade. Donc aujourd'hui, ça profite économiquement. Mais il faut peut-être se dire que quand on fait de l'élargissement une priorité, comme l'a fait Emmanuel Macron, en particulier aux Balkans occidentaux, quand on fait cet élargissement une priorité, si on veut que le pays qui adhère à l'Union européenne soit un pays qui respecte nos valeurs, il faut aussi peut-être faire des compromis sur l'aspect économique et ne pas se laisser amadouer par quelques contrats. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Benjamin Cousseau, chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors, d'avoir été avec nous. Caroline, je vous retrouve dans un instant pour votre chronique. Dans un instant, la dérive budgétaire de la France va-t-elle lui coûter son double A? Réponse ce soir avec le verdict de Standard & Poor's. On en parle dans un instant avec Étienne Braque. Bon journal, à tout de suite. Good Morning Business, le journal. 7h30, les titres, Léo. Le double A est en jeu. S&P va rendre son verdict sur la dette française ce soir. Alors pour tenir les comptes, Bercy envisage un coup de rabot sur le crédit d'impôt emploi à domicile. Son clou a flambé ces dernières années. Et puis le présidentiel coup de coude ce dimanche, elle pourrait se jouer dans les campagnes polonaises. C'est le jour J pour la dette française. L'agence S&P réévalue ce soir la note souveraine de la France après avoir revu en février sa perspective de stable à négative. Alors Étienne Braque, la prochaine étape pour la France, c'est la perte du double A. Et S&P qui s'inquiète depuis longtemps de la dérive budgétaire de la France. Souvenez-vous, en mai 2024, l'agence avait fait passer la note d'un double A à un double A-. Puis en février, donc il y a 3 mois, la perspective était passée de stable à négative. Et donc cette perspective stable ouvre la voie à un abaissement. Le problème, c'est qu'après double A-, c'est un simple A. Pour faire simple, vous avez le triple A, c'est la note de très grande qualité. C'était le cas de la France jusqu'en 2012. Aujourd'hui, vous avez des pays tels que les Pays-Bas, la Suisse ou encore l'Allemagne qui possèdent encore un triple A. Ensuite, vous avez le double A, donc c'est une dette de haute qualité. Et puis ensuite, le simple A, c'est la qualité moyenne. Donc si la France passe de haute qualité à qualité moyenne, le risque, c'est que certains prêteurs, notamment étrangers, lèvent le pied parce qu'ils vont dire nous, on investit uniquement dans du double A, pas dans du simple A. Donc là, il y aura des ventes de dettes françaises, ça correspond plus à leurs critères d'investissement. Et donc, in fine, le coût d'emprunt, lui, il va grimper. Aujourd'hui, le 10 ans français s'échange à 3,2%. Et donc, une prime de risque pourrait s'installer. En février, S&P déplorait une faible croissance en France, moins de 1% prévu cette année, et surtout une stratégie budgétaire au-delà de 2025 incertaine. Le problème, c'est que depuis février, la trajectoire budgétaire, elle est toujours incertaine. Néanmoins, ce qui est
rassurant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de stress sur la dette française. Vous avez un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui est à environ 67 points de base ce matin. Après la dissolution et après les différents remaniements, on était à 80 points. Mais avant tous ces événements, on était à environ 50 points. Donc il y a toujours une prime de risque qui est présente sur la dette française. Le problème, c'est pas aujourd'hui. Le problème, ça sera quand l'Allemagne va commencer à s'endetter, parce que tout d'un coup, il y aura une concurrence. Les investisseurs en Europe pourront investir non pas uniquement sur la dette française, mais aussi sur la dette allemande. Et donc là, il y a une possibilité que le coût d'emprunt grimpe pour la dette française à échéance 10 ans. Merci Étienne Braque. Alors en attendant, à Bercy, on cherche des économies et dans le viseur, il y a le crédit d'impôt sur l'emploi à domicile. C'est Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui a mis cette piste sur la table et elle pourrait rapporter gros, Caroline Morisseau. Nous sommes dans les Vosges. C'est la deuxième niche fiscale la plus coûteuse après le crédit impôt recherche. Le crédit d'impôt sur les services à domicile s'élève à plus de 6,5 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'en 2011. Aide aux personnes âgées, garde d'enfants, mais aussi soutien scolaire, jardinage ou bricolage. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, n'exclut pas de s'attaquer à certaines de ces dépenses de confort en réduisant le taux ou le plafond de ce crédit d'impôt. Un sujet politiquement sensible. Près de 4,5 millions de Français bénéficient de cet avantage fiscal. Et pour les employeurs du secteur, s'y attaquer risque de détruire des emplois et favoriser le travail au noir. Un argument contesté par la Cour des comptes. Ces services profitent aux 20% des ménages les plus aisés pour qui les aides publiques ne sont pas décisives, explique l'institution. Selon elle, 1 milliard d'euros pourrait être économisé, principalement en baissant le taux de ce crédit d'impôt de 50 à 40% sur certains services comme le ménage, le bricolage ou le jardinage. Aux États-Unis, une rencontre à huis clos hier entre Donald Trump et Jérôme Powell et chacun est resté campé sur ses positions. Le président américain a souligné une erreur de la Fed en ne baissant pas les taux, ce qui désavantage les États-Unis face à la Chine. En face de ces pressions, le patron de la Banque centrale a continué de défendre l'indépendance de son institution et des décisions de politique monétaire prises de façon apolitique. Et puis sur la question des étudiants étrangers, une juge de Boston prévient qu'elle va bloquer la suspension du traitement des visas qui avait été décidée par l'administration Trump, une suspension qui devait de toute façon être de courte durée, c'est ce que dit le département d'État hier soir. Sa porte-parole encourage même les futurs étudiants à prendre rendez-vous. En Europe, les Polonais sont appelés aux urnes ce dimanche. Oui, pour le second tour d'une présidentielle qui s'annonce particulièrement serrée. Au premier tour, le candidat pro-européen n'a devancé que d'un seul point son rival d'extrême droite. Alors la victoire risque de se jouer dans les petites villes de la campagne polonaise, comme à Kwiatkowski dans le centre du pays. Le récit d'Hugo Babet. Le sort politique de la Pologne se jouera peut-être entre 6000 habitants. Dans la riche ville industrielle de Glesko, surnommée le Koweït polonais, c'est l'avenir de la centrale thermique de Belchâteau, la plus puissante d'Europe, qui déterminera leur choix. Elle fermera en 2030 et entraînera avec elle la clôture de l'énorme mine de lignite. Alors les 18 000 employés au bord du licenciement attendent beaucoup du gouvernement. Donald Tusk répète tout le temps qu'il ne peut pas tenir le parti nationaliste responsable de ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Qu'il ait les pleins pouvoirs et qu'il montre qu'il met de l'ordre. C'est pour ça que je vote Trzaskowski. Mais au-delà de leur survie économique, les habitants de cette ville justifient de plus en plus leur vote par un nationalisme décomplexé. Le candidat opposé à l'avortement, aux migrants et aux droits LGBT a fait son meilleur score national dans cette ville. Je pense que Rafał Trzaskowski veut introduire ici des immigrants illégaux, et je suis d'avis qu'il vaut mieux que la Pologne reste la Pologne. Et peu importe si la fermeture de la centrale à charbon a été décidée par l'ancienne majorité nationaliste, seul espoir pour les habitants que le nouvel exécutif valide la création ici d'une centrale nucléaire. Et toujours en Europe, on fête aussi un anniversaire, celui de l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui a 50 ans aujourd'hui. Un anniversaire qui met en lumière un paradoxe. L'Europe spatiale est passée de pionnière à retardataire. Alors face à la montée en puissance du New Space, il s'agit pour l'ESA de se réinventer, Jean-Baptiste Huette. 50 ans, l'âge de la célébration et de l'introspection. Car si l'ESA a été l'un des précurseurs du spatial mondial, pionnière dans les satellites d'observation, les sondes interplanétaires, la coopération scientifique, elle a perdu du terrain notamment dans les lanceurs avec la dynastie Ariane, fierté européenne. Mais aujourd'hui,
dépassé. Ces 15 dernières années, les États-Unis, la Chine, l'Inde ont pris une longueur d'avance avec des programmes plus rapides, moins chers, plus compétitifs. Longtemps perçue comme une institution rigide, freinée par la logique du retour géographique, cette règle qui répartit les contrats entre pays membres, l'ESA a eu du mal à se transformer. Un budget modeste, 8 milliards d'euros par an à comparer aux 25 milliards de la NASA, et en face, un New Space mondial en pleine explosion porté par des capitaux privés. Bref, la compétition est devenue plus économique que technologique. Alors oui, ces dernières années, l'ESA a entamé sa mue, plus business-friendly, ouverte aux startups, réactive, logique industrielle, mais le retard est là, notamment dans la bataille des constellations. Starlink, Kuiper, Guowang, l'Europe tente de réagir avec le projet Iris-Carré, mais là encore, le tempo est dicté ailleurs. Et pour finir, Léo, cette intense bataille autour de l'un des projets pétroliers les plus convoités au monde. Oui, ça se passe au Guyana, où les deux géants américains, ExxonMobil et Chevron, s'écharpent pour prendre le contrôle d'un gisement à 1000 milliards de dollars. Un arbitrage a donc débuté à Londres cette semaine et il pourrait à la fin bouleverser les équilibres dans le secteur, Raphaël Couder. Au cœur de ce conflit, le gigantesque champ pétrolier de Stabroek, l'un des plus prisés de la planète, des réserves évaluées à 11 milliards de barils et un seuil de rentabilité inférieur à $30 le baril. Ce gisement est aujourd'hui détenu à 45% par ExxonMobil. C'est d'ailleurs son exploitation qui a permis au groupe américain de retrouver la place de numéro 1 du secteur en termes de valorisation. Ces derniers mois, Exxon et son concurrent Chevron se disputent un autre morceau du projet, 30% de participation qui appartiennent à un troisième pétrolier, le groupe Hess. En 2023, Chevron a décidé de racheter Hess pour 53 milliards de dollars. Il revendique donc logiquement cette participation. En face, ExxonMobil affirme disposer d'un droit de préemption qui aurait été conclu préalablement avec Hess. Les juges du tribunal arbitral devront donc trancher ce litige aux lourdes conséquences. Chevron compte en effet beaucoup sur ce gisement. Ses réserves d'hydrocarbures sont à leur plus bas niveau depuis 10 ans. Le groupe vient en plus de suspendre ses opérations d'extraction au Venezuela après la révocation de sa licence sur place par Donald Trump. Les marchés tout de suite. On regarde le pétrole aujourd'hui. Oui, à $63 ce matin pour un baril de Brent. Figurez-vous que le pétrole est en passe d'enregistrer sa deuxième séance dans le rouge. Pour sa dernière séance du mois de mai, figurez-vous que le baril est stable sur l'ensemble du mois. Il perd 14% depuis le début de l'année. Et demain, tous les regards seront tournés vers la réunion de l'OPEP+, puisque des informations de presse évoquent depuis plusieurs jours que les membres de l'OPEP+, sont en passe d'augmenter leur production de 400 000 barils par jour à partir du mois de juillet. C'est une hausse assez importante par rapport aux hausses que l'on a pu voir ces derniers mois, avec les membres de l'OPEP+, qui souhaitent prendre des parts de marché aux États-Unis, qui ne font pas partie de l'OPEP+, et donc une bataille qui se joue entre les différents pays producteurs de pétrole afin de maintenir des parts de marché. Le problème, c'est que vous avez une hausse de la production, alors que derrière, la demande n'est pas là. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que la consommation de pétrole était toujours faible, et donc tout cela explique un baril de pétrole qui est sous pression, à donc $63 le baril ce matin. Merci beaucoup Étienne Braque, le monde qui bouge tout de suite. Good Morning Business. Le monde qui bouge. Avec vous Caroline Noyer, on part au Niger et c'est demain qu'expire l'ultimatum. Les expatriés chinois employés depuis plus de 4 ans dans le secteur pétrolier doivent quitter le pays. Absolument, rien ne va plus entre Niamey et Pékin. Au début du mois, la CNPC, la compagnie pétrolière publique chinoise, a reçu un courrier flanqué de la mention très urgent, un courrier envoyé par le ministère nigérien du pétrole et qui exige la résiliation donc des contrats des expatriés en poste depuis plus de 4 ans. Les salariés sont priés de quitter la société ainsi que le territoire. Les expatriés employés par les sous-traitants de la CNPC sont également concernés. Alors pourquoi cette décision ? Eh bien, les autorités reprochent à la société chinoise, je cite, son mépris de la réglementation nationale. Elles invoquent notamment une ordonnance datant d'août 2024 selon laquelle les entreprises opérant au Niger doivent privilégier l'emploi de la main-d'œuvre nigérienne, l'utilisation de biens et de services locaux ainsi que le transfert de technologie. C'est-à-dire que Pékin est dans le collimateur de la junte depuis quelques mois, Caroline. Oui, la junte qui veut renforcer son contrôle sur les ressources naturelles. En mars dernier, 3 dirigeants chinois d'entreprises pétrolières, dont la CNPC ainsi
que Soraz et WAPCO ont été sommés de quitter le territoire sous 48 heures. Décision qui avait provoqué l'étonnement puisque jusqu'en début d'année, Sandra, les rapports avec les militaires étaient plutôt bons. La Chine extrait l'or noir du Niger depuis 2011. Nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont les richesses sont réparties entre l'État du Niger et le partenaire, avait alors déclaré le ministre du Pétrole, exigeant la révision des contrats. Saabi Oumarou avait aussi demandé la nomination de Nigériens à des postes de direction ainsi qu'une uniformisation des salaires. Selon le ministre, l'an dernier, un employé chinois du secteur était payé plus de 8 600 $ par mois contre 1 200 pour un Nigérien occupant le même poste. Les hauts responsables de la compagnie pétrolière publique chinoise ont tenté de négocier, mais visiblement en vain. Mais la Chine demeure le plus grand investisseur étranger du pays. Oui, Pékin est un partenaire économique majeur et encore plus depuis la rupture opérée dans le sillage du coup d'État avec plusieurs puissances occidentales. Les autorités nigériennes aussi ont poussé Orano vers la sortie en décembre dernier en prenant le contrôle de sa filière minière Somaïr. Le Mali et le Burkina Faso, eux aussi dirigés par des juntes militaires, ont de la même manière pris une série de mesures pour réaffirmer leur contrôle sur leurs vastes ressources. Mais les liens avec la Chine pèsent lourd dans l'économie nigérienne. C'est pour ça que même si aucun accord n'a été trouvé pour l'heure, les autorités se disent ouvertes au dialogue. Le Niger tire aujourd'hui la plus grande partie de ses revenus pétroliers des 3 sociétés sous contrôle chinois. Une dégradation plus importante des relations pourrait avoir des répercussions majeures, notamment sur l'exportation du pétrole brut vers le Bénin. C'est un projet phare de la coopération énergétique entre Pékin et Niamey. Merci beaucoup Caroline Loyer. Dans un instant, le grand entretien de la matinale. Je reçois Stéphane Junique, président du groupe Vive, acteur mutualiste de santé et de protection sociale. On va parler évidemment de notre système de santé à bout de souffle. Quelles sont les solutions? À tout de suite. Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, je suis ravie de recevoir Stéphane Junique, président du groupe Vive. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Rappelez-nous ce que c'est le groupe Vive, ce groupe mutualiste de santé. C'est le groupe leader mutualiste en santé, c'est-à-dire qu'avec les mutuelles qui sont aujourd'hui à l'intérieur du groupe, nous protégeons plus de 10 millions de Français avec Harmonie Mutuelle, MGN, la Mutuelle Nationale des Territoriaux. C'est un groupe également qui a eu une posture en matière de santé globale. Nous sommes le premier acteur non lucratif d'offres de soins et d'accompagnement avec 1800 établissements d'offres de soins et d'accompagnement dans les territoires. Sur les 45 000 collaborateurs du groupe, 35 000 sont positionnés sur nos 17 métiers de l'offre du soin et d'accompagnement. Et puis enfin, parce qu'on ne le sait pas, mais le logement c'est un déterminant de santé majeur et donc nous sommes le 4e opérateur de logement social dans notre pays. Le groupe Vive a augmenté ses bénéfices en 2024. Vous l'avez dit, vous protégez 10 millions de personnes. Vous avez atteint 238 millions d'euros en 2024, une hausse de 33%. Le chiffre d'affaires accroît lui aussi à 11,2 milliards, hausse de 7,1% par rapport à 2023. Comment vous expliquez ces bons résultats ? La solidité de notre modèle. Nous sommes un acteur qui est un acteur non lucratif. Le modèle aujourd'hui de financiarisation de la santé est un élément qui nous amène à devoir être sur des dépenses de santé qui explosent. C'est la raison pour laquelle notre modèle est résilient. Le fait que nous puissions avoir une redistribution auprès de nos adhérents d'une manière significative de l'ensemble des bénéfices qui sont les nôtres est un élément de garantie, de protection pour nos adhérents, mais également de faire en sorte que la régulation de notre système de santé puisse être assurée. 25% de notre résultat avant impôt est redistribué vers des actions à impact social ou à impact territorial. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur devant Saint-Blaise, D1420. Nous sommes donc un acteur qui est un acteur de la redistribution d'une manière extrêmement forte. Vous parliez tout à l'heure de l'inflation des dépenses de santé, ça recouvre quoi ? On est aujourd'hui sur des dépenses de santé qui sont à peu près de l'ordre de 2,5-3%. Nous avons basculé depuis la crise Covid sur une inflation. Prendre à gauche sur devant Saint-Blaise, D1420. Sur des dépenses de santé d'une manière significative. C'est dû à quoi ? Vieillissement de la population, les maladies chroniques qui explosent d'une manière extrêmement importante. Oui. Un chiffre, nous sommes à 25 millions de personnes qui ont une pathologie qui est une... Continuez sur D1420 pendant 3 km. Une pathologie de maladie chronique, un diabète, un cancer, etc. Et puis un autre élément, c'est que nous sommes face à l'innovation thérapeutique, à des médicaments innovants qui coûtent de plus en plus cher dans notre pays, notamment des thérapeutiques qui sont utiles pour la prise en charge des cancers d'une manière extrêmement importante. Je vais vous donner un chiffre qui pour moi est marquant.
Il y a 20 ans, vous étiez sur des dépenses de santé par habitant qui étaient de 2700 €. Vous êtes aujourd'hui sur 3700 €. Une augmentation de 1000 € en 20 ans des dépenses de santé par habitant. On le voit, cette inflation qui a eu lieu ces 20 dernières années est un obstacle pour la soutenabilité de notre modèle de santé et de protection sociale dans les années qui viennent, puisque l'inflation pour la projection dans les 10 et 20 ans qui viennent vont nous amener à être sur des augmentations de 4% en moyenne. Nos dépenses de santé augmentent, vous l'avez dit, pour diverses raisons. Vos résultats, vous, on l'a vu, sont bons, mais est-ce que ça va continuer en 2025 ? On sait que le gouvernement doit faire d'énormes économies, notamment sur les dépenses de santé. Comment ce système de santé va-t-il pouvoir perdurer ? Pour moi, il y a 3 principes qui sont importants de garantir. D'abord, avoir une approche qui est une approche pluriannuelle. Il nous manque aujourd'hui une boussole dans notre pays, une vraie stratégie nationale de santé qui nous permette de voir quelles sont les priorités fixées par l'État et par le Parlement. Pourquoi j'indique ça ? C'est qu'il y a un effort qui sera à conduire dans les années qui viennent sur la culture de la prévention dans notre pays. Il sera important d'investir d'une manière très très forte sur la prévention. Encore faut-il savoir quelles sont, en matière d'objectifs de santé publique, quelles sont les priorités que l'on a envie de se donner. Il nous manque un cap, il est important d'avoir cette stratégie nationale de santé. Elle aurait dû être votée en 2023. C'est-à-dire il y a 2 ans. Le deuxième principe, c'est que nous devons être sur un modèle qui soit un modèle où l'organisation de notre système de santé devra davantage être soucieux, au fond, d'éviter les prescriptions qui sont des prescriptions inutiles, d'éviter les actes qui ne sont pas au rendez-vous toujours de la qualité des soins. Là aussi, l'adresse, la direction du ministère de la Santé a indiqué que chaque année, il y avait près de 250 000 hospitalisations qui pourraient être évitées, notamment par le suivi des patients qui sont atteints de maladies chroniques à travers une organisation beaucoup plus fluide, notamment entre l'hôpital et puis la médecine de ville. Enfin, le dernier élément, c'est qu'il y a besoin, pour assurer l'accès aux soins des Français, et nous sommes particulièrement attachés au sein du groupe à faire en sorte que le droit à la santé pour tous soit garanti dans notre pays aux côtés de la sécurité sociale. La complémentarité entre la Sécu et puis les acteurs mutualistes, les complémentaires santé, est un élément sur lequel nous pouvons progresser d'une manière beaucoup plus forte. Éric Chenu, président de la Mutualité française, disait il y a quelques jours, on est dans une pseudo-gratuité où les gens ne se rendent plus compte de combien ça coûte. On ne se rend plus compte qu'on va chez le dentiste, on ne paye plus rien, on va dépenser, changer ses lunettes tous les 2 ans et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, Éric Chenu a raison. En fait, le phénomène des réformes qui étaient utiles pour éviter que l'accès aux soins soit réduit pour des raisons d'obstacles financiers. Le fait d'être sur de la généralisation du tiers payant, le fait de pouvoir mettre en place des dispositifs comme le 100% santé en optique, en soins dentaires ou même en audioprothèse a été un élément pour permettre l'accès aux soins d'une manière significative dans notre pays ces dernières années. Mais la conséquence, c'est que probablement s'est installée l'idée que la santé dans notre pays serait gratuite. Elle n'est pas gratuite. Je le rappelle, nous sommes face à une... Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur route de Strasbourg, DVT Foudet, D1420. L'inflation des dépenses de santé qui est majeure, qui vient bousculer la soutenabilité de notre modèle de protection sociale, mais plus encore, qui nous amène, nous, mutualistes, à devoir piloter d'une manière encore plus forte le sujet de la soutenabilité des cotisations pour nos adhérents. Est-ce que dans les propositions qu'on a entendues dernièrement, un jour de carence ou par exemple le déremboursement de certains médicaments pour les hauts revenus, est-ce que ce sont des propositions pertinentes ou c'est pas vers ça qu'il faut aller ? Je pense que dans la période dans laquelle on est, où on le voit, les projections qui ont encore été faites cette semaine par la Cour des comptes sur un sujet de la soutenabilité de notre modèle de protection sociale avec un déficit de sécurité sociale qui sera jamais aussi important dans les années à venir, toutes les solutions doivent être imaginées. Ici, le sujet des recettes à travers la TVA sociale, à travers d'autres modalités, tout cela doit être observé en ayant quand même comme préoccupation de ne pas venir alourdir également les contraintes qui peuvent peser dans l'accès aux soins des Français. Mais pour répondre d'une manière très précise, oui, je pense qu'il sera important, notamment à travers le contenu du contrat responsable et solidaire, qui est aujourd'hui un contrat pour les Français de complémentaire santé qui est majeur. 96% aujourd'hui des Français sont avec un contrat porté par les mutuelles qui relève du panier du contrat responsable et solidaire. Il y a des choses qui ne relèvent plus des soins essentiels. Ce qui est important lorsque l'on porte des lunettes, ce n'est pas la monture, ce sont bien les verres. Pourquoi continuer à contraindre
un remboursement tous les 2 ans d'un remboursement qui est fixé par l'État sur le niveau des prix des différentes montures. Pourquoi ne pas mettre le paquet sur la question de ce qui est le plus important pour la santé visuelle, c'est-à-dire la qualité des verres et la manière de pouvoir suivre en matière de prévention les défaillances ou en tout cas les dégradations de la santé visuelle des Français. Se concentrer sur l'essentiel. Merci beaucoup Stéphane Genick d'être venu nous voir, président du groupe Vive, acteur mutualiste de santé et de protection sociale. Merci de vous dans la matinale de l'économie. Dans un instant, on va revenir sur Donald Trump qui est toujours en lutte avec la justice américaine. On voit ça dans le détail dans le journal. À tout de suite. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business, Sandra Gandois. Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 9h sur BFM Business en direct. À la une de l'actualité, Donald Trump en lutte contre la justice américaine. Alors la Cour d'appel lui a offert un répit. Elle suspend le jugement du tribunal de commerce qui bloquait les droits de douane réciproques. La guerre commerciale continue donc, mais jusqu'à quand? On va voir ça avec Antoine Hollard dans un instant depuis Washington. Et puis un week-end sportif en perspective. La finale de la Ligue des Champions, c'est demain soir à Munich entre le PSG et l'Inter Milan. Derrière un premier sacre possible pour le club parisien, il y a des milliards. On verra ça dans le détail avec Nathan Cocampo. Léo Dumas, votre titre. Pas de relâche dans la guerre technologique. Washington suspend certaines exportations vers Comac, l'avionneur chinois. Des suspicions d'esclavagisme chez BYD au Brésil. Et puis Suez a trouvé son nouveau patron. Les informations de Mathieu Pechberti dans ce journal. Dans la prochaine heure, on ira aussi à Roland-Garros pour voir ce qui se cache derrière les offres hospitalité du tournoi majeur français. On en parle dans le 3 minutes pour comprendre dans quelques instants avec Eric Chevet, directeur commercial et marketing de Sodexo Live. Et puis on parlera des sciences cognitives appliquées à la formation pour créer des formations selon ses besoins. Sonny, PDG de Didask, sera avec nous dans la French Tech. La matinale de l'économie, c'est parti, soyez les bienvenus. Good Morning Business, le journal. Et donc un sursis pour la guerre commerciale de Donald Trump, Léo. Oui, c'est une petite victoire pour lui. Une cour d'appel vient de rétablir les droits de douane tout juste annulés la veille par le tribunal de commerce international des États-Unis. Alors Antoine Hollard, on vous retrouve à Washington pour BFM Business. Les taxes sont donc maintenues le temps que l'appel soit jugé sur le fond. Mais le programme commercial de Donald Trump reste menacé. Oui, le bras de fer avec la justice n'est pas encore terminé, mais Trump a gagné un répit pour le moment. Les droits de douane sont maintenus, ils resteront en place jusqu'à ce que la Cour d'appel se prononce sur le fond. En attendant, le président américain est toujours autorisé à mener sa guerre commerciale. Alors le répit sera peut-être de courte durée, comme s'il anticipait une défaite en appel. Trump évoque déjà la possibilité d'un recours devant la Cour suprême. Dans une très longue diatribe sur son réseau social, le président américain explique que ce sera le seul moyen de mettre fin aux attaques de juges gauchistes. Il faut rappeler que la Cour suprême est dominée par des juges très conservateurs et très favorables à Donald Trump. Le président américain, en tout cas, est déterminé à aller jusqu'au bout. Ces droits de douane sont un enjeu fondamental pour lui. C'est d'abord une arme diplomatique dans son bras de fer avec la Chine ou l'Europe. Et puis, sur le plan intérieur, Trump est convaincu que ces taxes vont faire rentrer énormément d'argent dans les caisses, ce qui permettra ensuite de financer des baisses d'impôts massives pour les Américains. C'est une promesse qu'il a faite à ses électeurs pendant la campagne. Merci Antoine Hollard. Et donc ce risque judiciaire qui pèse sur le programme commercial de Donald Trump, et la suite logique, c'est peut-être une mise en difficulté sur les marchés également. C'est ce que nous dit Sébastien Corchel, directeur général de Cogefi Gestion pour BFM Business. Face à lui, il a des gens, imagine des États qui vont quand même se dire mais à quoi ça sert de négocier, de faire des négociations, puisque on est en train de nous expliquer que finalement ce que Trump nous impose c'est illégal. Et puis vous avez le budget. Je vous rappelle que le budget c'est quand même alimenté selon Trump en termes de recettes par les droits de douane. Donc si on vous dit que les droits de douane c'est pas légal, vous pouvez imaginer que les marchés de taux vont réagir. Alors la bourse s'enflamme et ça va amener, à mon sens, beaucoup plus d'incertitudes. Alors quelles que soient les suites judiciaires, les négociations entre l'Europe et les États-Unis vont bien se poursuivre comme prévu. Pas de changement dans l'agenda, alors que selon le FT,
la Commission européenne a prévenu les États membres que le taux de 10% devrait à la fin être maintenu côté américain. Et dans le même temps, c'est l'impasse entre Washington et Pékin, c'est ce que dit Scott Bessent ce matin, alors que la guerre commerciale entre les deux blocs se combine de plus en plus à la guerre technologique, avec une nouvelle étape ces dernières heures. D'après le New York Times, les États-Unis viennent de suspendre certaines exportations qui sont utiles au Comac, le constructeur aéronautique chinois. En ligne de mire, ce sont en fait les moteurs d'avion, le cœur technologique du programme, Jean-Baptiste Huette. Une fois n'est pas coutume, mais dans le domaine de l'aviation, la Chine est dépendante. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie et continuer sur D1420. Des Occidentaux. Pékin développe avec succès le Comac C919, un avion monocouloir censé concurrencer Airbus et Boeing. Une vingtaine d'appareils sont déjà en service sur les lignes intérieures chinoises. Mais pour voler, le C919 dépend de pièces critiques occidentales, notamment les moteurs, les LEAP 1C, qui sont fabriqués par CFM International, co-entreprise entre l'américain GE Aerospace et le français Safran. Et c'est justement ce partenariat que Washington vient d'entraver. Le New York Times révèle que le département du commerce américain a suspendu certaines licences d'exportation en représailles aux restrictions chinoises sur les minerais critiques. Si cette décision se prolonge, elle pourrait fragiliser tout le programme C919, car oui, la Chine développe bien son propre moteur, mais il est encore en phase de test. Or, dans l'aéronautique, il faut du temps pour concevoir un moteur fiable, Pékin le sait, le président Xi Jinping aussi. D'ailleurs, il pousse depuis plusieurs années à davantage d'autonomie technologique, mais en attendant, Washington tient là une puissante carte stratégique dans le bras de fer sino-américain. Dans le secteur du côté de Boeing, le patron espère augmenter considérablement les cadences de production du 737 MAX. Il attend l'approbation des autorités américaines, peut-être en milieu d'année selon lui, ce qui serait plus vite qu'attendu, de quoi soutenir le titre Boeing hier à Wall Street en hausse de plus de 3% à la clôture. Le chinois BYD en pleine tempête au Brésil, Léo. Oui, le constructeur et deux de ses sous-traitants sont visés par une plainte pour trafic international d'êtres humains. C'est le ministère public du Travail de l'État de Bahia qui porte ses soupçons après des inspections qui ont permis, selon lui, de secourir 220 ouvriers chinois. Ils travaillaient dans des conditions semblables à de l'esclavage sur la construction d'une usine BYD près de Salvador. Une information BFM Business ce matin. Suez tient son nouveau patron. Oui, c'est l'actuel directeur financier d'EDF, Xavier Gir, qui a été choisi par les 3 actionnaires du spécialiste de l'eau et des déchets. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D1420 en direction de STRASBOURGMOLSHEIM. Sa mission prioritaire sera de réduire les coûts, Mathieu Pechberti. Cela faisait 6 mois que Suez peinait à trouver un patron. La nomination de Xavier Gir doit intervenir la semaine prochaine. Reste à savoir s'il sera directeur général ou PDG. L'actuel président Thierry Léo pourrait alors conserver son poste qu'il occupe depuis le début de l'année suite au départ de l'ancienne PDG de Suez, Sabrina Soussan. Les actionnaires, les fonds Meridiam et l'américain GIP ainsi que la Caisse des dépôts au rond-point, prendre D1420. ne parvenait pas à s'entendre sur un candidat alors que le patron de Getlink, Yann Lerich, continuait sur D1420 pendant 4 km. était encore en lice et que l'ancien PDG d'Orange, Stéphane Richard, était donné favori il y a quelques mois. Xavier Gir devra réduire les coûts de Suez dont les activités eau et déchets souffrent en France. Le marché de l'eau a reculé l'an passé. Les 3 acteurs, Suez, Veolia et SOR, cassent les prix. L'actuel directeur financier d'EDF connaît le secteur de l'eau et des déchets puisqu'il a commencé sa carrière chez le grand rival Veolia, un passage qui risque d'ailleurs de faire grincer les dents chez Suez. Et puis une page sport business dans ce journal. On est à J-1 de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Ça va Léo ? Tout va bien, Paris retient son souffle comme les diffuseurs d'ailleurs pour qui c'est la bonne opération d'avoir un club français en finale. Canal+, par exemple, a fait savoir qu'il avait vendu l'écran le... Aucun signal GPS disponible. Recherche satellite. plus cher de son histoire, des prix qui s'envolent également pour M6 qui diffuse le match en clair. Bon coup donc pour les médias et Nathan Cocampo, bon coup pour le PSG, des millions d'euros sont en jeu. Signal GPS trouvé. Oui, 150 millions d'euros, c'est ce que devrait toucher le PSG s'il soulève la coupe aux grandes oreilles demain. Prime de participation de performance, droit TV, selon le calcul du journal L'Équipe. Victoire ou défaite, le PSG toucherait dans tous les cas à minima 138 millions d'euros, auxquels il faut encore ajouter les recettes de la billetterie pour les 8 matchs joués à domicile, autour de 30 millions d'euros, et les ventes en boutique. Le PSG vend en moyenne
1 million de maillots chaque saison. 11 boutiques officielles ont été ouvertes à l'étranger. Une saison record pour le club et un chiffre d'affaires qui devrait largement dépasser les 800 millions d'euros de l'an dernier. Le PSG qui a tout de même dépensé plus de 2 milliards d'euros rien qu'en transfert de joueurs depuis le rachat du Qatar en 2011. Des sommes importantes, Nathan, et des prix qui s'affolent si on souhaite voir la finale. Ces derniers jours, on a vu une envolée des prix des billets d'avion pour Munich, des allers-retours qui atteignent parfois les 1000 euros. Le PSG a vendu en un rien de temps ses 18 000 places dans le stade de Munich à ses abonnés, de 70 à 950 euros. Et sur les plateformes de revente, les billets restants dépassent désormais les 2400 euros. Autre option, le Parc des Princes. Le club organise une diffusion exceptionnelle avec écran géant. 48 000 places vendues entre 10 et 40 euros, parties en quelques heures, revendues plusieurs centaines d'euros en ligne ces derniers jours. Des millions d'euros aussi de retombées économiques pour la France, Nathan. Le club crée plus de 2000 emplois directs et indirects avec des bénéfices dans la restauration, les commerces, les transports ou encore l'hôtellerie. Rien que l'an dernier, le PSG, arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions, a rapporté plus de 240 millions d'euros pour la région Île-de-France. Alors avec un tel parcours sportif cette année, on peut s'attendre à bien plus. Merci beaucoup Nathan Cocampo. Et en attendant, la Ligue des Champions va filer à Roland-Garros. Alors c'est pas le final ce week-end, mais c'est le rendez-vous sport business par excellence. Bonjour Eric Chauvet, vous êtes directeur commercial et marketing de Sodexo Live. Vous vous occupez des hospitalités, la commercialisation des packs hospitalité pour Roland-Garros. Ça regroupe quoi? Bonjour. Peut-être dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D1420 en direction de Strasbourg, Wish. un petit mot sur Sodexo Live pour commencer. Sodexo Live est la marque mondiale du groupe Sodexo qui assure des prestations de restauration, d'hospitalité dans les univers du sport, de la culture, des loisirs et de l'événementiel. Alors pour le tournoi de Roland-Garros, nous sommes très fiers et heureux d'être le partenaire de la Fédération française de tennis en tant qu'agence officielle pour la commercialisation des hospitalités à hauteur de 20% des offres disponibles. Ça veut dire que concrètement à Roland-Garros, les hospitalités c'est quoi? Et ça s'adresse à qui? Alors, vivre une... Au rond-point, prendre D1420. Continuez sur D1420 pendant 2 km. L'expérience d'hospitalité dans le plus grand tournoi au monde de terre battue, c'est pouvoir le vivre en tant que VIP. C'est-à-dire que concrètement, vous avez un accueil personnalisé dans une porte, un espace dédié avec un accès ou une porte dédiée à votre arrivée. Vous avez ensuite accès à un espace confortable. Vous pouvez déjeuner ou dîner en fonction que vous êtes sur la session de journée ou la session de soirée. Vous pouvez prendre des collations et bien entendu vivre le meilleur des matchs sur le cours Philippe Chatrier au meilleur emplacement. En quoi Roland-Garros est un événement différent des autres? En quoi est-il attractif pour le business? Alors, Roland-Garros, c'est déjà un des plus grands événements au monde, mais c'est aussi un rendez-vous incontournable dans les agendas des entreprises, mais aussi des personnes, et je pense qu'on en parlera dans les tendances après. C'est un endroit à particulier dans le sens où vous pouvez à la fois... Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur D1420. Prendre le temps de créer des relations, de remercier vos clients, vos équipes, de signer certainement des contrats, mais aussi de vivre un moment fort autour du sport, de ses valeurs et de la performance qui est celle d'un tournoi plus important au monde, mais aussi proche des valeurs des entreprises. Vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des tendances justement dans ce marché des hospitalités? Oui, on voit plusieurs choses émerger. On passe de plus en plus du corporate vers l'individuel. Nous avons effectivement une évolution en termes d'attente des clients. Il y a toujours des entreprises qui recherchent ces typologies d'offres, mais aussi de plus en plus de clients individuels qui veulent vivre des expériences dans des situations plus confortables et plus expérientielles. On a aussi une internationalisation. C'est extrêmement important. Pour notre part, nous avons plus de 50% des clients qui viennent de l'étranger, avec des Américains, mais aussi beaucoup de Brésiliens qui sont des passionnés de tennis. Et on a aussi, sur cette population étrangère, une volonté de vivre une expérience globale, c'est-à-dire pouvoir profiter de son séjour à Paris
pour être au tournoi de Roland-Garros, pour vivre les matchs, mais aussi profiter d'autres choses. Et c'est ce qu'on arrive à proposer dans le cadre de nos activités, que ça soit faire une journée à Roland-Garros et finir par un dîner à la Tour Eiffel chez Madame Brasserie ou au bateau parisien sur la Seine. C'est tentant en effet. Merci beaucoup Eric Chauvet, directeur commercial et marketing de Sodexo Live, d'avoir été en direct ce matin dans ce 3 minutes pour comprendre les marchés tout de suite. Étienne Braque, on est à moins d'une heure de l'ouverture, la tendance. Un CAC 40 qui est attendu en très légère hausse en préouverture, mais ça reste fragile, d'autant plus que les volumes d'échanges sont vraiment très faibles pour terminer ce mois de mai. Un mois de mai qui aura été positif. Pour l'instant, vous avez un gain de 2,5% sur l'ensemble du mois, plus 3,5% pour le Dow Jones, plus 8% pour l'indice Nasdaq. Alors vous connaissez l'adage, sell in May. On est à la hauteur du cette année, il fallait pas vendre le mois de mai, parce que sinon vous avez quand même loupé une bonne partie de la performance depuis le début de l'année. À suivre bien sûr, et nous en reparlerons en détail à 8h30, la note de S&P ce soir sur la dette française, avec une possible remise en question du AA actuel. Et puis bien sûr cet après-midi des chiffres d'inflation qui seront publiés aux États-Unis. L'inflation qui est bien sûr encore et toujours collante, elle est attendue à 2,5% hors énergie, hors alimentation aux États-Unis. Et c'est bien sûr une mesure très importante pour la Fed, pour la Banque centrale américaine, afin d'anticiper un petit peu mieux les baisses de taux à venir. Le patron a rencontré Donald Trump d'ailleurs hier. Merci beaucoup Étienne Braque, on vous retrouve dans quelques minutes dans le journal de 8h30. Culture Tech tout de suite. Good Morning Business, Culturia. Anthony Morel, vous nous parlez d'un événement sportif complètement fou qui va avoir lieu en mai prochain, des Jeux Olympiques où le dopage ne sera pas interdit, où il sera même encouragé. Oui, c'est ça, c'est très sérieux. Le nom de cette compétition dont la première édition va avoir lieu, ça a été confirmé en mai prochain à Las Vegas. Ce sont les Enhanced Games, les Jeux augmentés, jeux améliorés, traduisez ça comme vous voulez. En gros, c'est une compétition multidisciplinaire, donc qui est un peu calquée sur les JO, même s'il y aura un petit peu moins d'épreuves. Mais une différence près quand même, c'est qu'il n'y aurait aucun contrôle antidopage. Les athlètes s'entraînent comme ils veulent et ils prennent absolument ce qu'ils veulent aussi. Donc voilà, c'est tous égaux et tous chargés. En gros, c'est un petit peu ça le principe. Donc il y aura des épreuves d'athlétisme, de natation, d'haltérophilie. La devise de ces JO de la triche, on peut les appeler comme ça, c'est élever l'humanité à son plein potentiel. Derrière ce projet, c'est un milliardaire australien qui est appuyé notamment par des grands noms de la Silicon Valley, Peter Thiel qui est un des promoteurs du transhumanisme. On a aussi Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump, et on voit bien derrière qu'il y a une idéologie libertarienne du genre voilà, on fait ce qu'on veut de son corps et voilà jusqu'à se doper au maximum. Ils ont un site internet que je vous conseille d'aller voir qui est assez surréaliste où on trouve la liste des records du monde, mais alors même avec tous ceux qui sont dopés. Donc Lance Armstrong a toujours ses Tours de France, Tyson Gay en 4 fois 100 mètres, etc. C'est assez incroyable. C'est quand même un discours hyper dangereux. Déjà, c'est la performance poussée à l'extrême et c'est dangereux. C'est aussi dangereux pour la santé, il faut le rappeler évidemment. Alors c'est intéressant, il y a eu pas mal de critiques d'ailleurs à la fois du comité olympique qui estime que cette idée ne mérite aucun commentaire, au président de la fédération d'athlétisme qui estime que n'importe quel athlète participant à cette, je le cite, connerie, devrait être interdit de compétition pour très longtemps. L'agence antidopage aussi, qui a parlé d'un projet dangereux et irresponsable. On les accuse évidemment de négliger la santé des athlètes. Alors l'argument mis en avant par les organisateurs, c'est de dire que le dopage ça a toujours fait partie du sport et que déjà pendant les JO de l'Antiquité, les athlètes prenaient des plantes pour booster leur performance. Je sais pas si c'est exactement la même chose que de prendre des stéroïdes et des hormones de croissance, mais enfin c'est l'argument qu'ils mettent en avant. Et surtout ils critiquent l'hypocrisie du système actuel qui selon eux vise juste à préserver une illusion d'équité, alors qu'en réalité, certains sportifs se dopent déjà. C'est bannir toutes les règles, comme finalement c'est la tendance en ce moment, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des athlètes qui vont participer à ça? Alors ça en intéresse un certain nombre. Il y a plusieurs centaines d'athlètes qui auraient déjà fait part de leur intérêt, parce qu'à la clé de l'événement, il y a aussi des très très gros chèques. C'est aussi ça l'intérêt dans des sports qui sont pas toujours hyper bien rémunérés. En athlétisme par exemple, $1 million par record du monde battu, quel que soit le niveau de dopage, je le rappelle, parmi les athlètes. Lunaire. Non mais c'est lunaire, c'est vraiment lunaire, mais ça va avoir lieu en mai prochain. On suivra
suivra ça, on verra ce que ça donne. Le nageur australien James Magnussen, par exemple, double champion du monde et vice-champion olympique de 100 mètres nage libre, qui va sortir de sa retraite pour tenter de battre des records. Et lui, il a déjà assumé complètement. Il a dit, je le cite, qu'il était prêt à se doper jusqu'au branchi. Voilà. Je sais pas s'il va se faire greffer des palmes, c'est l'étape d'après. On verra ça, on suivra ça, ce sera dans un an, mai 2026, effectivement, aux États-Unis. Dans un instant, la French Tech, on va parler de e-learning fondé sur les sciences cognitives. À tout de suite. Good Morning Business, French Tech. La French Tech, on a déjà commencé à parler de ce sujet de la formation, un sujet passionnant. C'est Sonny qui est avec nous, cofondateur et PDG de Didask. Bonjour. Merci d'être avec nous. Didask, ça existe depuis 2017. C'est du e-learning fondé sur les sciences cognitives. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D1420 en direction de Strasbourg, Grèzwiller. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement ? Oui, alors on propose en fait une plateforme e-learning pour des entreprises qui leur permet de créer leur propre formation e-learning sur leurs connaissances internes à destination de leurs employés, avec pour particularité qu'on propose en fait dans la plateforme un assistant pédagogique intégré qui est basé sur l'IA et sur les sciences cognitives pour aider nos clients en fait à créer des formations qui soient vraiment efficaces, tout simplement, qui permettent aux collaborateurs de vraiment mémoriser, retenir, être capables d'appliquer ce qu'ils sont au rond-point, prendre D1420. Avoir appris dans leur quotidien professionnel. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Quand je pense e-learning et intelligence artificielle, moi je pense à tout ce qui est apprentissage. Continuez sur D1420 pendant 7 km. Adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en temps réel quasiment à la personne qui est en train d'apprendre avec des exercices qui vont être différents, parce qu'on a tous un cerveau différent, on fonctionne tous différemment. Est-ce que c'est un petit peu ça la philosophie de votre technologie? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait, il y a beaucoup de ça, mais pas que. En fait, le problème fondamental, si vous voulez, c'est que les formations e-learning traditionnelles qui sont faites en entreprise aujourd'hui, ce sont des formations qui sont très descendantes souvent. Ce sont des choses où vous recevez beaucoup d'informations, vous êtes exposé à de l'information, même dans les plateformes plus modernes aujourd'hui, ce sont des choses dans lesquelles donc c'est un peu plus dynamique, un peu plus joli, un peu plus esthétique. Mais en tant qu'employé, en tant qu'apprenant, vous êtes très passif en fait. Si je caricature, vous cliquez un peu sur suivant, jusqu'à arriver à un quiz un peu simpliste. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on apprend et qu'on monte en compétence. C'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, ce qu'on fait chez Didask, c'est qu'on permet en fait aux entreprises de mettre leur connaissance, leur contenu brut, et à partir de ça, notre assistant pédagogique IA en fait va le transformer effectivement en une expérience e-learning beaucoup plus profonde et complète, qui va beaucoup mieux respecter le fonctionnement du cerveau. Je vous donne quelques exemples. C'est des formations qui vont être par exemple beaucoup plus découpées, où on va éliminer un peu toutes les surcharges d'informations un peu inutiles pour éviter en fait les phénomènes de surcharge cognitive. Ce sont des expériences dans lesquelles à chaque fois qu'on vous explique quelque chose, on vous propose des exercices d'application effectivement concrets aussi qui reflètent les situations que vous vivez vraiment vous en tant qu'employé et où vous pouvez faire vos erreurs, vous tromper. Au moment où vous trompez, vous allez recevoir des explications et des feedbacks qui vont vous permettre de réajuster vos représentations mentales et jusqu'à arriver à des exercices plus complexes dans lesquels on va même vous demander de produire des choses. Et là, l'assistant IA va venir pour vous faire des retours personnalisés sur vos productions. Donc en fait, c'est de la vraie formation, pas juste de l'e-learning, un peu de saupoudrage, sauf que ça permet de former efficacement, mais à l'échelle, parce que c'est bien ça la problématique des entreprises aujourd'hui. C'est intéressant d'un point de vue business, parce que vous avez créé Didask il y a longtemps, il y a en 2017, mais il a fallu attendre l'arrivée de l'intelligence artificielle justement pour adapter ce modèle de formation réellement à ce que vous vouliez, que ça aille plus vite. C'est quand même très intéressant d'attendre si longtemps et de se trouver à un certain moment comme ça. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a lancé Didask, on avait déjà l'objectif de vouloir créer en fait cette plateforme qui permettrait aux gens de se former efficacement. Et donc, on a passé des années, nous, en fait, en tant que chercheurs et ingénieurs pédagogiques, à essayer d'appliquer les résultats de la recherche pour créer des formations e-learning efficaces. Et en 2020, on réussit à lancer la première version d'une plateforme qui permet aux clients de faire eux-mêmes, sauf qu'on n'avait pas l'IA. Donc, c'était un processus que... Radar mobile à 1000 mètres. Vous deviez suivre pas à pas, qui permettait de produire un super résultat, mais qui était très lourd. Ça prenait beaucoup de temps de réussir à créer. Et l'IA générative, nous, quand elle est arrivée, on a su tout de suite comment l'exploiter parce que ça faisait des années qu'on faisait ces travaux de recherche et développement. Et donc, on sait la guider, si vous voulez, avec notre expertise d'ingénierie pédagogique pour permettre de faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rapide de créer ces formations là de ce niveau de qualité. Radar mobile à 500 mètres.
Mais du coup, vous vous basez sur des briques d'IA générative déjà existantes, j'imagine. Donc c'est du ChatGPT, du Gemini. Comment est-ce que vous garantissez la confidentialité des données? Parce qu'en gros, si j'ai bien compris votre modèle, c'est moi en tant qu'entreprise, j'entre plein d'informations de mon entreprise pour pouvoir créer la Radar mobile à 100 mètres. formation adéquate. Mais après, ces données, elles vont. Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Tous nos clients s'en préoccupent. On a beaucoup de clients aujourd'hui, dont on travaille avec le ministère des Armées, on travaille avec General Electric. Donc voilà, donc que des sociétés dont vous imaginez, comme vous pouvez imaginer, qui se préoccupent beaucoup de ces sujets-là. On garantit évidemment complètement la confidentialité des données. Donc tous les espaces de nos clients sont sécurisés et segmentés les uns par rapport aux autres, donc protégés les uns des autres. Et on a la garantie que toutes les données qui sont envoyées pour pouvoir créer ces formations et former les collaborateurs ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d'IA eux-mêmes. Vous avez 200 clients environ, des grands groupes, des organismes de formation, et vous levez 10 millions d'euros. Le but, c'est de vous étendre en Europe? Oui, tout à fait. En fait, en Europe et à terme dans le monde, on espère, parce que tout simplement, on pense que le problème auquel on s'attaque, il est mondial. Oui. Encore une fois, le problème de la formation efficace à l'échelle dans la vie professionnelle, c'est énorme. Et donc, oui, l'idée, c'est de s'étendre à l'international, et ça commence en fait par aller un cran plus loin aussi dans ce qu'on est capable de faire avec notre technologie aujourd'hui. Aujourd'hui, on permet de créer des formations e-learning qui sont efficaces, mais la formation e-learning, c'est ce qu'on appelle la formation formelle. Ça permet de traiter les moments où vous avez le temps en tant qu'employé d'aller passer ne serait-ce que 1-2 heures à aller vous former. Mais le problème, c'est que la réalité du travail en entreprise, c'est pas que ça. Malheureusement, on a rarement beaucoup de temps. Et en fait, les opportunités d'apprentissage, elles apparaissent dans le quotidien. Dans 600 mètres, tournez légèrement à droite. Professionnel. C'est pendant que vous travaillez souvent que vous faites les erreurs, où vous auriez besoin d'explications, de feedback, où il vous manque une connaissance à un moment T avant un rendez-vous. Et donc là, aujourd'hui, en fait, grâce à ces fonds, on va pouvoir en fait proposer une nouvelle fonctionnalité qui est un assistant IA d'apprentissage que les collaborateurs vont pouvoir utiliser au quotidien, au moment où il leur manque une connaissance de l'entreprise. Tournez légèrement à droite. Pour réaliser une tâche, ils vont pouvoir lui poser la question. L'assistant va pouvoir leur apporter la bonne connaissance, mais il va poursuivre la conversation avec eux pour s'assurer qu'ils la retiennent bien. Mais ça, c'est pendant que je suis en train de travailler, c'est-à-dire j'aurai une petite alerte sur mon ordinateur, un petit là tu peux apprendre un truc, ça va pas saouler un peu tout le monde pendant qu'on est en train de bosser. L'idée, c'est vraiment que ça soit à vous de l'utiliser, évidemment, quand vous en ressentez le besoin, en fait, tout simplement. Et après, si vous lui autorisez à venir vous faire des rappels de temps en temps, lui-même, vous l'autorisez. Continuez pendant 15 km. Mais évidemment, c'est toujours l'employé qui va aller la chercher au moment où il se dit non mais là, je me suis planté à un rendez-vous commercial par exemple, j'ai pas été capable de répondre à la question du client, qu'est-ce que j'aurais dû répondre? L'assistant là va pouvoir lui dire bah voilà, c'est ça que tu aurais dû dire, mais attention, il est possible que le cas que tu rencontres demain soit un peu différent. Est-ce que tu veux qu'on essaie de se préparer un petit peu à ça? Et l'idée, vous voyez, comme ça, c'est par petites touches dans le quotidien de réussir à transformer en fait le quotidien professionnel en des opportunités permanentes d'apprentissage. Moi, j'adore l'idée de vos formations. Effectivement, ça paraît beaucoup plus cohérent par rapport au temps qu'on a. On n'a plus une journée effectivement consacrée à la formation, ça ennuie tout le monde, et comme vous le disiez, on n'a plus le cerveau fait pour ça quand on a plusieurs années de travail. Vous avez très vite des concurrents en Europe qui font la même chose que vous, ou vous êtes un peu seul? On a beaucoup de concurrents aujourd'hui qui proposent des plateformes e-learning, mais qui sont essentiellement des plateformes qui ont été pensées, vous savez, pour distribuer du contenu, distribuer le contenu, mais qui ne pensent pas vraiment l'expérience d'apprentissage elle-même. Et ça vient vraiment de notre particularité, qui est qu'à la base on est des chercheurs nous-mêmes, des chercheurs en sciences cognitives, experts de ces sujets d'ingénierie pédagogique et des processus de l'apprentissage, et c'est ce qui fait toute la différence. Ça a été très réfléchi, on le sent quand vous en parlez. Merci Sonny d'être venu nous voir, cofondateur et PDG de Didasque. Merci Anthony Morel. Dans un instant, journal de 8h30, et on parlait de la note de Standard & Poor's qui tombe ce soir et qui pourrait changer beaucoup de choses. Good Morning Business, le journal. 8h30, les titres, le AA est en jeu. S&P rendra son verdict sur la dette française ce soir. Alors, pour tenir les comptes, Bercy envisage un coup de rabot sur le crédit d'impôt emploi à domicile. Son coût a flambé ces dernières années. Et puis, le présidentiel au coude à coude ce dimanche, elle pourrait se jouer dans les campagnes polonaises. C'est le jour J pour la dette française. L'agence S&P réévalue ce soir la note souveraine de la France après avoir revu en février sa perspective de stable à négative. Alors Étienne Braque, la prochaine étape, c'est la perte du double A. Avec S&P qui s'inquiète depuis longtemps de la dérive budgétaire du pays. Souvenez-vous, il y a un petit peu plus d'un an, c'était en mai 2024, l'agence avait fait passer la note d'un double A à un double A-. Puis en février, il y a donc 3 mois, la perspective était passée de stable à négative. Donc la prochaine étape, c'est tout simplement de perdre
ce double A pour avoir un A simple. Alors pour rappel, vous avez plusieurs catégories. Vous avez le triple A, c'était le cas de la France jusqu'en 2012. C'est une dette de qualité exceptionnelle. C'est le cas de l'Allemagne, des Pays-Bas ou encore de la Suisse. Puis donc le double A, la situation dans laquelle nous sommes, c'est une dette de haute qualité. Et puis ensuite le simple A, dette de qualité moyenne. Donc si la France passe de haute qualité à qualité moyenne, le risque c'est que certains prêteurs, notamment des pays étrangers, lèvent le pied sur la dette française parce que là, cela ne va plus correspondre à leurs critères d'investissement et donc, in fine, le coût de la dette, lui, va augmenter. Aujourd'hui, la France s'endette à environ 3,5% ces derniers mois et donc une prime de risque pourrait s'installer. Pour rappel, en février, S&P déplorait une faible croissance et surtout une stratégie budgétaire au-delà de 2025 incertaine. Et malheureusement, depuis février, il n'y a pas vraiment eu de piste concrète pour faire des économies pour le prochain budget. Pour l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de stress majeur sur la dette française. Quand vous regardez l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, il est certes supérieur à celui précédant la dissolution, c'était au mois de juin, mais il reste quand même légèrement en détente, 67 points de base ce matin. Le problème viendra vraiment à partir du moment où l'Allemagne va commencer à s'endetter, parce qu'aujourd'hui, si vous cherchez de la dette en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, tout d'un coup, si l'Allemagne se met à endetter, il y aura de la concurrence et donc des investisseurs qui vont se diversifier et qui vont mettre moins d'argent dans la dette française. Merci Étienne Braque. Et en attendant, à Bercy, on cherche des économies quand même. Dans le viseur, il y a le crédit d'impôt sur l'emploi à domicile. C'est Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui a mis cette piste sur la table et elle pourrait rapporter gros, Caroline Morisseau. C'est la deuxième niche fiscale la plus coûteuse après le crédit impôt recherche. Le crédit d'impôt sur les services à domicile s'élève à plus de 6,5 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'en 2011. Aide aux personnes âgées, garde d'enfants, mais aussi soutien scolaire, jardinage ou bricolage. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, n'exclut pas de s'attaquer à certaines de ces dépenses de confort en réduisant le taux ou le plafond de ce crédit d'impôt. Un sujet politiquement sensible. Près de 4,5 millions de Français bénéficient de cet avantage fiscal. Et pour les employeurs du secteur, s'y attaquer risque de détruire des emplois et favoriser le travail au noir, un argument contesté par la Cour des comptes. Ces services profitent aux 20% des ménages les plus aisés pour qui les aides publiques ne sont pas décisives, explique l'institution. Selon elle, 1 milliard d'euros pourrait être économisé, principalement en baissant le taux de ce crédit d'impôt de 50 à 40% sur certains services comme le ménage, le bricolage ou le jardinage. Aux États-Unis, une rencontre à huis clos hier entre Donald Trump et Jérôme Powell et chacun est resté campé sur ses positions. Le président américain a souligné une erreur de la Fed en ne baissant pas les taux, ce qui désavantage les États-Unis face à la Chine. Et en face de ces pressions, le patron de la Banque centrale a continué à défendre l'indépendance de son institution et des décisions de politique monétaire prises de façon apolitique. Et puis sur la question des étudiants étrangers, une juge de Boston prévient qu'elle va bloquer la suspension du traitement des visas décidée par l'administration Trump. Une suspension qui devrait de toute façon être de courte durée, assure de son côté le département d'État. Sa porte-parole encourage même les futurs étudiants à prendre rendez-vous. En Europe, les Polonais sont appelés aux urnes ce dimanche, Léo. Oui, pour le second tour d'une présidentielle qui s'annonce particulièrement serrée. Au premier tour, le candidat pro-européen n'a devancé que d'un seul point son rival d'extrême droite. Alors la victoire risque finalement de se jouer dans les petites villes de la campagne polonaise comme à Grzeszko, dans le centre du pays où nous emmène Hugo Babet. Le sort politique de la Pologne se jouera peut-être entre 6 000 habitants. Dans la riche ville industrielle de Glesko, surnommée le Koweït polonais, c'est l'avenir de la centrale thermique de Belchâteau, la plus puissante d'Europe, qui déterminera leur choix. Elle fermera en 2030 et entraînera avec elle la clôture de l'énorme mine de lignite. Alors les 18 000 employés au bord du licenciement attendent beaucoup du gouvernement. Donald Tusk répète tout le temps qu'il ne peut pas tenir le parti nationaliste responsable de ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Qu'il ait les pleins pouvoirs et qu'il montre qu'il met de l'ordre. C'est pour ça que je vote Trzaskowski. Mais au-delà de leur survie économique, les habitants de cette ville justifient de plus en plus leur vote par un nationalisme décomplexé. Le candidat opposé à l'avortement, aux migrants et aux droits LGBT a fait son meilleur score national dans cette ville. Je pense que Rafał Trzaskowski veut introduire ici des immigrants illégaux, et je suis d'avis qu'il vaut mieux que la Pologne reste la Pologne.
Et peu importe si la fermeture de la centrale à charbon a été décidée par l'ancienne majorité nationaliste, seul espoir pour les habitants que le nouvel exécutif valide la création ici d'une centrale nucléaire. Et pour finir, en Europe, on fête aussi un anniversaire, celui de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, 50 ans aujourd'hui. Anniversaire qui met en lumière un paradoxe. L'Europe spatiale est passée de pionnière à retardataire. Alors, face à la montée en puissance du New Space, il s'agit pour l'ESA de se réinventer, Jean-Baptiste Huette. 50 ans, l'âge de la célébration et de l'introspection. Car si l'ESA a été l'un des précurseurs du spatial mondial, pionnière dans les satellites d'observation, les sondes interplanétaires, la coopération scientifique, elle a perdu du terrain, notamment dans les lanceurs, avec la dynastie Ariane, fierté européenne, mais aujourd'hui dépassée. Ces 15 dernières années, les États-Unis, la Chine, l'Inde ont pris une longueur d'avance avec des programmes plus rapides, moins chers, plus compétitifs, longtemps perçus comme une institution rigide, freinée par la logique du retour géographique, cette règle qui répartit les contrats entre pays membres. L'ESA a eu du mal à se transformer. Un budget modeste, 8 milliards d'euros par an à comparer aux 25 milliards de la NASA, et en face, un New Space mondial en pleine explosion porté par des capitaux privés. Bref, la compétition est devenue plus économique que technologique. Alors oui, ces dernières années, l'ESA a entamé sa mue, plus business-friendly, ouverte aux startups, réactive, logique industrielle, mais le retard est là, notamment dans la bataille des constellations. Starlink, Kuiper, Guowang. Dans 3 km, prendre la sortie 7 vers Geispolsheim. L'Europe tente de réagir avec le projet Iris Carré, mais là encore, le tempo est dicté ailleurs. Les marchés tout de suite. Étienne Braque à 20 minutes de l'ouverture. Quasi stable pour le CAC 40 pour cette dernière séance du mois de mai. Un mois de mai qui est positif pour l'instant, plus 2,5% sur l'ensemble du mois. À noter que hier soir, c'était poussif du côté des États-Unis. Souvenez-vous, hier matin, après donc cette décision de justice qui a mis en pause les droits de douane, on avait des indices américains, européens qui étaient bien partis. Puis finalement, hier soir, c'était quasiment stable avec donc la Cour d'appel fédérale aux États-Unis qui a temporairement rétabli les droits de douane. Visibilité qui est toujours très faible sur ces droits de douane et encore plus faible pour les entreprises. Hier, Gap a perdu 15% après bourse, après avoir revu ses perspectives pour cette année à cause de ces droits de douane. Idem pour la chaîne Best Buy qui était en baisse de plus de 7% quand le fabricant HP a également clôturé sur une baisse de 7% après avoir revu à la baisse ses prévisions à cause de ces droits de douane. Et donc les droits de douane qui restent encore et toujours au cœur de l'actualité des marchés donc qui sont attendus quasiment stables tout à l'heure à l'ouverture de la bourse de Paris et bien sûr à suivre ce soir. Radar fixe à 1000 mètres. S&P et le verdict sur la dette française avec un 10 ans français qui se détend ce matin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les investisseurs qui vendent le marché action pour se réfugier sur la dette en attendant d'y voir un petit peu plus clair et un 10 ans français qui est à 3,2%. Merci Étienne Braque. On va suivre ça évidemment sur BFM Business. Dans un instant, le Morning Retail avec les pages. Radar fixe à 500 mètres. Le débat tout de suite. Dans 600 mètres, prendre la sortie 7 vers Geispolsheim. Morning Business, Morning Retail. Avec Eva Jacquemont, on parle cosmétique ce matin avec une acquisition aux États-Unis pour $1 milliard. Elf Beauty met la radar fixe à 100 mètres. 1 sur Rhodes, c'est la marque créée par la femme de Justin Bieber. Prendre la sortie 7, puis prendre la bretelle vers M353. Et les Bieber. Elf Beauty compte sur ce rachat pour se relancer. Eva. Oui, parce que ça va pas très fort en ce moment pour Elf Beauty, l'entreprise américaine de cosmétiques née en ligne dans les années 2000 et pourtant très populaire aux États-Unis, très suivie notamment sur les réseaux sociaux, 8 millions de personnes. Prendre la bretelle vers M353. La suivent sur Instagram. Ce sont des produits de maquillage, de soins pour la peau. Continuez sur M353 pendant 3 km. Dans 3 km, prendre la sortie M83 en direction de Erstein, Fegersheim. Petit prix. Alors ce rachat arrive à point nommé au moment où les droits de douane sur les produits importés de Chine pèsent sur son activité. En effet, il y a 75% de sa production qui vient de Chine et les droits de douane pourraient lui coûter $50 millions sur un an. Tout ça, c'est dans l'attente bien sûr de la décision de la Cour de commerce internationale qui pourrait faire annuler les droits de douane, notamment sur la Chine. Cette acquisition, en tout cas, de la marque de Hailey Bieber Rhodes pour $1 milliard comprend 800 millions
de dollars en espèces et en actions et un paiement potentiel de 200 millions de dollars en fonction des performances de Rhône sur les 3 prochaines années. On connaît pas très bien Rhône en France. C'est quoi cette marque, Eva? Alors c'est vrai qu'elle est très connue de la Gen Z. C'est Hailey Bieber, donc vous le disiez, c'est la femme de Justin Bieber. C'est aussi une mannequin, c'est la fille de l'acteur aussi Stephen Baldwin. Elle a créé sa marque Rhône il y a maintenant 3 ans. Et je vous le disais, c'est vraiment extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. La marque a vu sa base de consommateurs doubler l'an dernier, générant 212 millions de dollars de ventes sur un an. Alors on y retrouve des produits de beauté, des produits cosmétiques. Ce qui l'a fait connaître notamment, c'est un gloss. Elle appelle ça des lip tints au ton assez neutre qu'on peut glisser dans sa coque de téléphone portable. C'est ça qui l'a fait connaître d'ailleurs. Et puis vous avez des blushs, des produits de soins, etc. C'est elle qui se met globalement en scène sur ses réseaux sociaux. C'est ça qui plaît. Elle surfe aussi sur la tendance de la clean girl, de la healthcare, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup moins de produits de cosmétiques. Il vous suffit d'un anti-cerne, d'avoir une belle peau, un beau teint et éventuellement un peu de blush et un peu de gloss. Et ça, dans 600 mètres, prendre la sortie M83 en direction de Erstein, Fegersheim. On va à et puis cette marque aussi, elle devrait s'installer en physique parce que pour l'instant c'était exclusivement en ligne, notamment chez Sephora en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Alors il y a plein de célébrités qui ont lancé leur marque de cosmétiques, c'est un phénomène de mode. Est-ce que ça marche à tous les coups? Alors c'est vrai prendre la sortie M83. On a beaucoup, on peut citer Selena Gomez qui a lancé sa marque, suivie par 9 millions de personnes sur Instagram. Il y a Rihanna aussi, Ariana Grande. Continuez pendant 1 kilomètre. Lady Gaga également. Alors c'est vrai que, outre l'engouement auprès des fans, ce sont de réels business qui fonctionnent. D'ailleurs, toutes ces marques ont intégré Sephora et ils ont des très très bons résultats. La pionnière qui a fait décoller les choses, c'est Kylie Jenner du clan Kardashian. Dans 3 km, prendre la sortie D468 en direction de Parc d'innovation, Kloksheim. Qui avait vendu en 2020 c'est 51% des parts de sa marque pour 600 millions de dollars. À côté, oui, effectivement. Merci beaucoup, Eva Jaco. Tout de suite, le débat de la matinale. Ça, c'est Lilly, une entreprise de médicaments. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Colmar, Fegersheim. Good Morning Business, le débat. Guillaume Paul face à Jean-Marc Daniel. Bonjour messieurs. Bonjour Sandra. Parler d'Elon Musk et de son bilan après 130 jours à la tête de Doge. Guillaume Paul. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Colmar, puis prendre la bretelle légèrement à droite. Il était venu pour dégraisser le mammouth, comme disait Claude Allègre en son temps. Alors il a... Dans 300 mètres, rejoindre M83. Rejoindre M83, puis prendre la sortie en direction de Ilkirch-Grafenstaden. A dégraissé beaucoup moins que ça, mais il a fait déjà pas mal de dégâts. Je rappelle juste quelques chiffres. Quand il arrive à la tête du Doge, il dit voilà, on est entre 6 000 et 7 000 milliards de dollars de dépenses publiques fédérales. Prendre la sortie en direction de Ilkirch-Grafenstaden. Tous les ans aux États-Unis. Moi, je vais en supprimer 2000. Et vous allez voir, ça va être du concret. Je vais sauver l'Amérique de la faillite et ça va être du concret parce que pour montrer... Dans 150 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur route de Lyon. Aux Américains que ça marche, je vais envoyer à chaque Américain un chèque de 5 000 $. Bon, et puis quelques semaines après, il nous dit en fait, ça sera pas 2 000 milliards, ça sera seulement 1 000 milliards de dollars. Et... Dans 200 mètres, prendre à gauche sur D222. Finalement, au moment où il s'en va, on se rend compte, alors les estimations sont de cet ordre-là, qu'il a dû sabrer d'environ 170 milliards de dollars de dépenses fédérales américaines, c'est-à-dire qu'il a fait 8% de ce qu'il espérait faire. Au feu, tournez à gauche sur D222, panneau vers Saint-Dié par tunnel, Colmar. Alors 8%, beaucoup moins que prévu, mais quand même beaucoup, parce que tout ça a eu des effets quand même assez conséquents. Il a fait partir d'eux-mêmes ou sous le coup de plan de licenciement quelques 280 000 agents fédéraux, même si la justice a annulé certains de ces plans après. Il a voulu s'attaquer au régime fédéral de retraite par répartition. Il a voulu s'attaquer à la couverture santé des plus pauvres. Là, c'est Donald Trump qui lui a dit non clairement. Il a voulu réduire à la portion congrue les effectifs de plusieurs agences publiques. Il y a eu quelques bourdes aussi quand il a essayé de supprimer et de licencier certains des 350 agents essentiels à la bonne tenue du programme nucléaire américain. Il a fait marche arrière. Tout ça, finalement, s'est conclu sur un flop catastrophique. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, le plus important. Sans ligne directrice. Il n'y a eu aucune ligne directrice du début à la fin dans cette histoire.
Tout ça pour dire que rationner, oui, pourquoi pas, et le débat a été lancé avec ce qu'a fait Trump, mais s'il n'y a pas de raisonnement derrière, s'il n'y a pas de ligne directrice, rationner sans raisonnement, ça peut pas marcher. Oui, c'est un vaste fourre-tout, comme la politique de Trump. Est-ce qu'on a une idée, Jean-Marc Daniel, des conséquences sur les finances publiques américaines réellement? Dans 500 mètres, prendre M83 vers Saint-Dié, Colmar, légèrement à droite. Je crois qu'effectivement, Guillaume vient de le dire, il était arrivé avec des ambitions. Les 2000 milliards qui étaient annoncés, ça correspondait pratiquement au déficit budgétaire américain. Je dis pratiquement parce qu'il continue à se creuser le déficit budgétaire américain. Janet Yellen, qui était le secrétaire au Trésor de l'administration démocrate sortante, avait dit on va essayer de faire en sorte qu'on ne dépasse pas 2500 milliards de déficit budgétaire par an. Et le dernier trimestre des démocrates s'est terminé par 700 milliards de déficit, c'est-à-dire une base annuelle de 2800 milliards de dollars. Alors la situation s'est un peu améliorée parce qu'il y a eu des rentrées fiscales. Prendre M83 légèrement à droite, puis rejoindre M83. Au mois de janvier-février, sur une demi-année, on a mis 300 milliards de déficit budgétaire, c'est-à-dire 2600 milliards de déficit annuel, une somme qui est colossale, c'est-à-dire que on est aux alentours de 6-7% du PIB et Moody's annonce que compte tenu des décisions qui ont été prises, on va vers 9% de déficit en situation de paix, c'est-à-dire que les grandes périodes de déficit, ça a été en situation de paix la Covid, qui était une période un peu exceptionnelle, sinon c'est les périodes de guerre. Et donc le deuxième élément qui avait été mis en place avait été de constater que ce déficit budgétaire maintient un niveau de vie des Américains qui est au-delà de leur capacité productive. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur D222 en direction de Fegersheim-Ilkirchgraf. C'est le mécanisme des déficits jumeaux, c'est-à-dire ça entretient effectivement un déficit extérieur qui est vécu comme étant relativement indolore puisque c'est des dollars, donc on donne des dollars à la surface de la planète, mais ces dollars reviennent en achetant la bourse, en achetant Manhattan, en achetant l'actif américain. Donc les États-Unis sont effectivement face à un vrai problème. On va chercher Elon Musk et là on est véritablement, Guillaume l'a dit, c'est la politique spectacle. C'est le mec avec sa tronçonneuse pour se référer à ce qu'avait fait Milei en Argentine. C'est on s'abat sur l'USAID en disant c'est un repère de woke, donc on va leur tomber dessus. Et puis on organise effectivement des conférences tout à fait spectaculaires où on menace telle ou telle administration. Bon, derrière tout ça, il y a effectivement un mélange donc de spectacle et d'improvisation. Et je crois qu'il y a les 3 remarques que je ferai. C'est la première remarque, c'est que je pense qu'effectivement, il faut que les Américains reprennent en main leurs finances publiques et qu'un des enjeux, c'est non seulement les dépenses, mais c'est aussi les recettes. Et donc là aussi, Donald Trump est dans des situations plus ou moins contradictoires. Il a annoncé qu'éventuellement, il augmenterait même les impôts des plus riches. Bon, il est revenu en arrière. Il y a une vraie réflexion sur la structure des finances publiques américaines. Et le deuxième élément, c'est que je rappelle quand même que un des principes fondamentaux de la démocratie, qui est la démocratie américaine, hérité des principes de la démocratie britannique, c'est l'article 4 de la déclaration de 1689, la déclaration des droits qui fonde la démocratie mondiale. Et l'article 4, c'est que c'est un parlement qui s'occupe des finances publiques. Dans 200 mètres, à gauche, prendre M83 vers Colmar, Échaud. Dans 150 mètres, tourner à gauche. C'est-à-dire, c'est pas la démagogie, c'est des gens élus qui ont du temps devant eux, qui réfléchissent, et donc il serait temps que le Tourner à gauche, puis utiliser n'importe quelle voie pour tourner à gauche. Parti républicain s'empare du vrai problème, puisque c'est lui qui est plus ou moins dans la situation d'être majoritaire, il faut qu'il s'empare du problème. Et la dernière remarque que je fais, c'est que un chef d'entreprise, tout le monde nous dit « Ah, ce serait mieux si on gérait l'État comme des entreprises ». Mais un chef d'entreprise, c'est bon pour gérer une entreprise, mais pas forcément pour gérer l'État. Utilisez n'importe quelle voie pour tourner à gauche, puis tourner à droite. Chacun son métier. Intéressant, et les vaches seront bien gardées. Être un chef d'entreprise, c'est pas la même chose qu'être ministre des Finances. Visiblement. Merci beaucoup. Tournez à droite vers D222. Prendre à gauche sur rue du Fort, puis tourner à droite. Good Morning Business, le plus. Le plus de la matinale ce matin et on vous donne une seconde vie aux objets, aux déchets électroniques. Printer connaît un boom des demandes d'entreprises. Au départ, était spécialisée dans la fabrication de cartouches d'encre et puis elle a pris un tournant en 2018. Ça fonctionne très bien.